Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir ici on lisait Les souffrances du jeune Werther de Goethe, épisode numéro 2, où nous lirons la suite et fin du livre premier. Avant toute chose, avant qu'on aille plus en avant dans ce live, j'ai besoin de vous adresser un message d'ordre capital. Donc s'il vous plaît les amis, écoutez-le si vous me regardez en rediffusion sur YouTube. C'est très très important. Attention, attention, cette œuvre peut être un petit peu difficile à écouter, un petit peu difficile à lire. C'est une œuvre qui traite de sujets sensibles, de sujets un petit peu touchy. Donc si vous êtes déprimé, si vous avez un peu le vague à l'âme, si vous avez en ce moment des idées un peu noires, en plus on commence à entrer doucement dans peut-être les dépressions saisonnières avec l'automne, l'hiver et ainsi de suite, plus l'état de la crise sanitaire, les confinements et tutti quanti. Donc voilà, si vous avez un petit peu de mal en ce moment, si vous n'êtes pas dans votre assiette, déjà force à vous, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie plein de bonnes ondes, et je vous conseille de peut-être ne pas lire Les souffrances du jeune Werther. Il y a plein de choses différentes, il y a plein d'autres lectures disponibles sur ma chaîne, ou même sur tout un tas d'autres chaînes, il y a tout un tas de choses à consommer culturellement, autres que Les souffrances du jeune Werther. Ne prenez pas ce que je dis là pour un défi à braver ou pour des paroles en l'air ou pour une interdiction ou quoi que ce soit. Dites-vous simplement que c'est quelqu'un qui pense à vous, un inconnu aux cheveux blonds totalement hirsutes, enfin mi-blond, mi-brun, totalement hirsutes, qui ressemble à rien, qui ne vous connaît pas, mais qui pense à vous et à votre bien-être et qui vous souhaite que du bien, qui vous veut que du bien. Et prenez-le vraiment comme un conseil d'ami, avec des guillemets, puisque bon voilà, on se connaît pas, mais vraiment, je dis ça pour votre bien les amis, et c'est particulier pour moi de parler de ces sujets-là, parce que c'est aussi des choses, comment dire, ce sont des sujets que je trouve hyper importants d'aborder, ce sont des choses auxquelles j'ai été confronté dans ma vie, et qui sont très dures à vivre, et j'en ai conscience, et c'est toujours très très compliqué de prendre la parole là-dessus. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus que de raison, mais tout simplement, sachez que vous êtes prévenus, cette lecture peut être un petit peu difficile à encaisser, et je suis de tout cœur avec vous, peu importe ce que vous êtes en train de traverser. Voili voilou, je pense que je ferai ce petit disclaimer à chaque début de live sur les souffrances du jeune Werther, parce que vraiment je m'en suis rendu compte lors de la première émission. C'est vrai que je pense que ça va être très très lourd comme ambiance, très très pesant. Donc voilà, j'ai pas envie de vous envoyer des mauvaises ondes. On est là pour découvrir avant tout une œuvre. On est là avant tout pour découvrir un roman épistolaire, qui est en plus très bien écrit. Ça pour le coup, c'est une chose aussi que je peux dire. C'est que le texte pour le moment me conquit bien. Je le trouve très bien écrit, je le trouve très prenant. Mais voilà, je préfère prendre ces petites pincettes et puis vous mettre dans les meilleures dispositions pour apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Et puis voilà, on est bon, je pense qu'on est bon. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, je vous invite à regarder la description de la vidéo ou directement la barre de lecture de la vidéo où se trouve un chapitrage vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans la lecture. Vous avez également la playlist Et si on lisait Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Quoique le nom de la playlist ne figure pas de Goethe, mais bon, c'est pas grave. Vous retrouverez ça très facilement sur ma chaîne YouTube pour avoir l'intégralité des épisodes sur cette œuvre. J'en profite pour remercier R Maximus31. Ça fait vachement héroïque, je trouve, comme pseudonyme. Donc merci R Maximus31 pour ton follow pendant que j'étais en off. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous invite tous à vous installer, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations. Je le sais, vous faites tous diverses choses variées en écoutant, en consommant ces lives, et ça me fait vachement plaisir, ça me fait vachement rire aussi parfois. Mais voilà, je sais, la dernière fois, quelqu'un nous disait qu'il dessinait en même temps. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent dans les transports, je sais qu'il y en a qui m'écoutent en travaillant, et tutti quanti. Bref, peu importe ce que vous faites,
Je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie et je vous souhaite la bonne santé. Et on est parti aujourd'hui pour un live qui s'annonce relativement court, comme la dernière fois. C'est aussi une caractéristique, je pense, que je vais perpétuer sur ces lives de lecture sur les souffrances du jeune Werther. C'est peut-être faire des lectures un petit peu plus courtes, un chouïa plus courtes, vu que, encore une fois, vu que l'ambiance est lourde, l'ambiance est triste, je préfère pas nous surcharger voilà, de pensées moroses. Donc voilà, je vais peut-être faire des épisodes un petit peu allongés sur cette lecture. Aujourd'hui, je vais vous lire 3 fois 10 pages, ça devrait aller relativement vite. Vous l'aurez donc compris, il y aura 2 pauses ce soir. Et puis, je pense qu'on va pouvoir se lancer relativement vite, parce que j'ai pas grand chose à vous dire pour la fin de semaine. On est sur un programme tout à fait classique cette semaine. Jusqu'à présent, ça a été assez classique. J'ai fait plusieurs lives de gaming aussi cette semaine, ça a été un pur plaisir. D'ailleurs, j'ai été très heureux de la réception que vous avez fait à notre live sur Totally Reliable Delivery Service. Yes, j'ai réussi à dire le titre du jeu. Parce que bah, en fait, à la fin du live, c'est ce que je disais à mes compères Mirani et Miniroblast. J'avais peur que nous, on se soit amusés, mais qu'à regarder, ce soit peut-être un peu complexe. Et c'est parce que voilà, vu que nous, on se tapait des barres en permanence, on était dans notre délire, etc., j'ai eu peur que ce soit peut-être compliqué d'entrer dans le délire. Et j'ai eu plusieurs retours d'entre vous me disant qu'ils se tapaient des grosses barres, que c'était le chaos total, mais qu'ils avaient adoré. Donc ça me fait très plaisir, merci pour ces retours les amis. Et bah, j'espère dans le futur faire plus souvent des lives en multi sur du gaming, surtout. Mais c'est vrai que ça me ferait bien plaisir d'accueillir plus fréquemment Mirani, Miniroblast, Exil, Tran02, peut-être Jumpy, enfin voilà, tout un tas de personnes, c'est tout à fait possible. Et ouais, ça serait un truc que je kifferais bien pour l'avenir de la chaîne. Et sinon, pour cette fin de semaine, après ce live, il ne restera qu'un live, ça sera le live, enfin a priori, peut-être qu'il y en aura un autre, un live chaotique, mais je ne crois pas pour être franc, parce qu'il reste que 2 jours quand même à la semaine, et j'ai déjà pas mal de choses de prévues. Mais en tout cas, il y aura un live dimanche à 15h, pour une petite heure, comme d'habitude, pour terminer la semaine. Un live de découverte sur l'univers de League of Legends. Et d'ailleurs, c'est sur qui? Je crois que ça sera sur le personnage de Nami cette semaine. Voilà, voilà. Sachant aussi que le rendez-vous du dimanche soir, donc 21h minuit sur mon Discord, pas en live cette fois-ci, mais simplement en vocal pour discuter avec vous, ou pour jouer avec vous à certains jeux, n'est-ce pas, va peut-être être cancel ou retardé, ou enfin voilà, bref, je vous empêche pas du tout de vous rejoindre sur mon Discord même si je suis pas là, y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, même si vous voulez faire la veillée sans moi dimanche de 21h à minuit, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue que je ne pourrais pas forcément vous certifier ma présence. Donc voilà, je sais pas si je serai là. Si je suis là, peut-être que je serai en retard. Bref, je sais pas encore trop, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'infos. Voilou, je pense que j'ai bien défriché tout ce qu'il y avait à défricher. Et je pense qu'on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la lecture. Bonsoir Mirani, bonsoir Dimal, bonsoir Miari Laura. Bonsoir à tous, merci soit de venir, soit de passer faire un coucou, ça me fait plaisir. Comment allez-vous tous? Comment allez-vous tous? Ça fait bizarre de pas faire la liaison. Comment allez-vous tous? Mais en même temps, ça fait bizarre aussi avec la liaison. Bref, comment vous allez tous? Et du coup, oui, on va pouvoir repartir sur la lecture. Donc, comme je le disais, la suite et fin du livre premier ce soir. Je vous rappelle 2-3 éléments très très brefs de la lecture précédente pour que voilà, vous arriviez à rattacher, à refaire les liens. On est sur un narrateur interne, on est dans ses correspondances, donc on est dans les correspondances du jeune Werther justement. On a uniquement les lettres côté Werther, donc on a uniquement les lettres écrites par Werther, qu'il envoie à son ami Wilhelm, si je ne dis pas de bêtises, ou Wilhelm, je sais plus. Enfin voilà, c'est à peu près le nom de son ami. Donc voilà, on a uniquement les lettres du jeune Werther, qui nous raconte un petit peu sa petite vie,
qui a un côté un petit peu poète, un petit peu artiste, je trouve, qui a un avis métaphysique, enfin peut-être pas métaphysique, mais en tout cas philosophique un petit peu sur tout, sur l'art, la nature, l'éducation des enfants, plein de choses. Euh, qui aime le beau, qui, moi j'aurais tendance à dire, est amoureux de l'amour, mais bon, ça c'est peut-être uniquement ma lecture, qui a peut-être, encore une fois, ça c'est des mots très modernes, alors peut-être que je dis de la merde, mais parce que voilà, ça peut aussi être utilisé à toutes les sauces, mais je dirais qu'il a peut-être des traits un petit peu bipolaires. On a déjà vu quand même des moments de grande exaltation suivis de moments beaucoup plus froids et beaucoup plus durs dans les pensées de Werther au travers de ses lettres. Donc voilà un petit peu où on en était, sachant que depuis peu de temps, il est tombé complètement éperdument amoureux d'une femme qui se nomme Charlotte, et que donc il est en train de conter à son ami sa rencontre avec cette dernière, et ainsi de suite. Voilou, je pense avoir fait un résumé plutôt efficace, je suis pas peu fier. Et du coup ça va plutôt bien dit mal. En fait ça va plutôt bien mais je suis partagé, comment vous expliquer ça? Comment vous expliquer ça sans faire durer l'intro pendant 20 minutes encore une fois? Pour faire très très bref, je vais bien, c'est juste que je suis épuisé psychiquement. C'est-à-dire que, vous le savez, j'en ai parlé beaucoup, mais là ça fait 3 semaines que je me tape des papiers administratifs pour la création de ma micro-entreprise et pour une arnaque, on va dire, ou pour une fraude dont laquelle j'ai été la victime. Donc du coup, j'ai été dans les papiers, j'ai été dans le juridique, j'ai été dans l'administratif pendant 3 semaines, et ça m'a aspiré toute motivation, toute inspiration, c'est hallucinant. Et ça m'a fait très très bizarre de me trouver ces derniers jours complètement vide. C'est-à-dire que c'est vraiment chiant. Ces derniers jours, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire de musique, j'arrive pas à me motiver à me mettre sur mes projets, j'arrive pas à écrire, etc., etc. Enfin, je sais pas. C'est comme s'il y avait rien qui me venait à l'esprit. Je sais pas comment expliquer. D'habitude, c'est très fluide et c'est très instinctif. Là, il y a rien qui se déclenche. Je suis juste en mode automatique, à pas faire grand-chose de mes journées, à un peu m'ennuyer. Donc ouais, je pense que c'est vraiment tout le côté administratif qui m'a pompé mon énergie et où je suis juste dans un ras-le-bol. Donc voilà, je dirais que je suis fatigué psychiquement en fait. Mais j'essaie d'aller faire les choses, j'essaie de me reprendre. Et puis si j'ai besoin de me reposer, je ferai une pause dans les lives, c'est pas exclu non plus. Mais je pense que ça devrait bien y aller. Je pense que ça devrait bien aller. Et il n'y a pas de souci, je vous tiens au courant de toute manière de tout changement possible. Bah, par exemple, tout à l'heure, j'ai vite fait, très vite fait, retravaillé un peu sur un projet qui doit arriver en live, j'espère avant la fin de l'année. Donc voilà, petite bout à bout, brique par brique, j'essaie de reconstruire ma motivation et mon inspiration au maximum. Je suis passé par là, la création d'entreprise. Si tu as besoin d'en discuter, n'hésite pas. Ah, merci Dimal, c'est très sympa. C'est très gentil. Et toi, comment tu vas? Et comment vous allez tous d'ailleurs, hein? N'hésitez pas à dialoguer dans le chat, y a pas de souci. C'est fait pour ça. Moi, je vais arrêter de vous répondre pour quelques minutes pendant qu'on est parti en lecture. Comme je le disais, je vais faire des tranches de lecture assez brèves sur ces lives pour pas vous, voilà, pour pas vous mettre une chape de plomb comme ça de choses un peu difficiles dans la face. Donc, on va se lire 10 pages, 10 pages, 10 pages. Et on est parti sans plus attendre. Je poursuis avec une nouvelle date, une nouvelle lettre. Et je te souhaite une bonne écoute d'Imal, bonne écoute Miari si tu es d'aventure resté parmi nous malgré tout. Bonne écoute Mirani, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la pause. Les souffrances du jeune Werther, suite. 6 juillet. Elle est toujours auprès de son amie mourante, et toujours la même. Toujours cet être bienfaisant, dont le regard adoucit les souffrances et fait des heureux. Hier soir, elle alla se promener avec Marianne et la petite Amélie. Je le savais, je l'ai rencontrée, et nous marchâmes ensemble. Après avoir fait près d'une lieue et demie, nous retournâmes vers la ville, et nous arrivâmes à cette fontaine qui m'était déjà si chère, et qui maintenant me l'est 1000 fois davantage. Charlotte s'assit sur le petit mur, nous restâmes debout devant elle. Je regardai tout autour de moi, et je sentis revivre en moi le temps où mon cœur était si seul.
Fontaine chérie, dis-je, depuis ce temps je ne me repose plus à ta douce fraîcheur, et quelquefois, en passant rapidement près de toi, je ne t'ai pas même regardé. » Je regardais en bas, et je vis monter la petite Amélie, tenant un verre d'eau avec grande précaution. Je contemplai Charlotte et sentis combien elle m'est précieuse. Cependant Amélie vint avec son verre. Marianne voulut le lui prendre. « Non !» s'écria l'enfant avec l'expression la plus aimable. « Non, c'est toi, Charlotte, qui dois boire la première. » Je fus si ravi de la vérité, de la bonté avec laquelle elle disait cela, que je ne pus exprimer ce que j'éprouvais qu'en prenant la petite dans mes bras et en l'embrassant avec tant de force qu'elle se mit à pleurer et à crier. « Vous avez mal fait, dit Charlotte. » J'étais consterné. « Viens, Amélie, continua-t-elle en la prenant par la main pour descendre les marches. Lave-toi dans l'eau fraîche. Vite, vite, ce ne sera rien. » Je restais à regarder avec quel soin l'enfant se frottait les joues de ses petites mains mouillées, et avec quelle bonne foi elle croyait que cette fontaine merveilleuse enlevait toute souillure et lui épargnerait la honte de se voir pousser une vilaine barbe. Charlotte avait beau lui dire « c'est assez », la petite continuait toujours de se frotter, comme si beaucoup pût dû faire plus d'effet que peu. Je t'assure, Wilhelm, que je n'assistai jamais avec plus de respect à un baptême, et lorsque Charlotte remonta, je me serais volontiers prosterné devant elle, comme devant un prophète qui vient d'effacer les fautes d'une nation. Le soir, je ne pus m'empêcher, dans la joie de mon cœur, de raconter cette scène à un homme que je supposais sensible, parce qu'il a de l'esprit. Mais quelle fut sa réaction? Il me dit que Charlotte avait eu grand tort, qu'il ne fallait jamais rien faire accroître aux enfants. Qu'il ne fallait jamais rien faire accroire aux enfants, que c'était donner naissance à une infinité d'erreurs et ouvrir la voie à la superstition, contre laquelle il fallait, au contraire, les prémunir de bonne heure. Je me rappelai qu'il avait fait baptiser un de ses enfants il y a 8 jours, je le laissai dire et dans le fond de mon cœur, je restai fidèle à la vérité. Nous devons en user avec les enfants comme Dieu en use avec nous, lui qui ne nous rend jamais plus heureux que lorsqu'il nous laisse errer dans une douce illusion. 8 juillet. Que l'on est enfant! Quel prix on attache à un regard! Que l'on est enfant! Nous étions allés à Walheim. Les dames étaient en voiture. Pendant la promenade, je crus voir dans les yeux noirs de Charlotte. Je suis un fou, pardonne-le-moi. Il faudrait que tu les voies, ces yeux. Pour faire bref, car mes yeux tombent de sommeil, quand il fallut revenir, les dames montèrent en voiture. Le jeune W, Selstadt, Audran et moi, nous entourions le carrosse. On causa par la portière avec ces messieurs, qui sont pleins de légèreté et d'étourderie. Je cherchais les yeux de Charlotte. Ah! Ils allaient de l'un à l'autre, mais moi qui étais uniquement occupé d'elle, ils ne tombaient pas sur moi. Mon cœur lui disait 1000 adieux, et elle ne me voyait point. La voiture partit, et une larme vint mouiller ma paupière. Je la suivis des yeux, et je vis sortir par la portière la coiffure de Charlotte. Elle se penchait pour regarder. Hélas! Était-ce moi? Mon ami, je flotte dans cette incertitude. C'est là ma consolation. Peut-être me cherchait-elle du regard? Peut-être? Bonne nuit. Oh, que je suis enfant. 10 juillet. Quelle sotte figure je fais en société lorsqu'on parle d'elle. Si tu me voyais quand on me regarde gravement si elle me plaît. Plaire. Je hais ce mot à la mort. Quel homme ce doit être que celui à qui Charlotte plaît, dont elle ne remplit pas tous les sens, et tout l'être. Plaire. Dernièrement, quelqu'un me demandait si Ossiane me plaisait. 11 juillet. Madame M est fort mal. Je prie pour sa vie car je souffre avec Charlotte. Je vois quelquefois Charlotte chez une amie. Elle m'a fait aujourd'hui un singulier récit. Le vieux M est un vilain avare qui a bien tourmenté sa femme pendant toute sa vie et qui la tenait serrée de fort près. Elle a cependant toujours su se tirer d'affaire. Il y a quelques jours, lorsque le médecin l'eut condamnée, elle fit appeler son mari en présence de Charlotte, et elle lui parla ainsi. « Il faut que je t'avoue une chose qui, après ma mort, pourrait causer de l'embarras et du chagrin. J'ai conduit jusqu'à présent notre ménage avec autant d'ordre et d'économie qu'il m'a été possible, mais il faut que tu me pardonnes de t'avoir trompé pendant 30 ans. Au commencement de notre mariage, tu fixas une somme très modique pour la table et les autres dépenses de la maison. Notre ménage devint plus fort, notre commerce s'étendit. Je ne pus jamais obtenir que tu augmentasses en proportion la somme fixée. Tu sais que, dans le temps de nos plus grandes dépenses, tu exigeas qu'elles fussent couvertes avec 7 florins par semaine. Je me soumis, mais chaque semaine je prenais le surplus dans la caisse, ne craignant pas qu'on soupçonnât la maîtresse de la maison de voler ainsi chez elle. Je n'ai rien dissipé.
Pleine de confiance, je serais allé au-devant de l'éternité sans faire cet aveu, mais celle qui dirigera le ménage après moi n'aurait pu se tirer d'affaire avec le peu que tu lui aurais donné, et tu aurais toujours soutenu que ta première femme n'avait pas eu besoin de plus. Je m'entretins avec Charlotte de l'inconcevable aveuglement de l'esprit humain. Il est incroyable qu'un homme ne soupçonne pas quelques dessous de cartes lorsque, avec 7 florins, on fait face à des dépenses qui doivent monter au double. J'ai cependant connu des personnes qui ne se seraient pas étonnées de voir dans leur maison l'inépuisable cruche d'huile du prophète. 13 juillet. Non, je ne me trompe pas. Je lis dans ses yeux noirs le sincère intérêt qu'elle prend à moi et à mon sort. Oui, je sens, et là-dessus je puis m'en rapporter à mon cœur. Je sens qu'elle... Oh, oserais-je prononcer ce mot qui vaut le ciel? Elle m'aime, elle m'aime. Combien je me deviens cher à moi-même. Combien, j'ose te le dire à toi, tu m'entendras, combien je m'adore depuis qu'elle m'aime. Est-ce présomption, témérité, ou ai-je bien le sentiment de ma situation? Je ne connais pas l'homme que je craignais de rencontrer dans le cœur de Charlotte, et pourtant, lorsqu'elle parle de son prétendu avec tant de chaleur, avec tant d'affection, je suis comme celui à qui l'on enlève ses je suis comme celui à qui l'on enlève ses titres et ses honneurs, et qui est forcé de rendre son épée. 16 juillet. Oh, quel feu court dans toutes mes veines lorsque par hasard mon doigt touche le sien, lorsque nos pieds se rencontrent sous la table. Je me retire comme du feu, mais une force secrète m'attire de nouveau. Il me prend un vertige, le trouble est dans tous mes sens. Ah, son innocence, la pureté de son âme ne lui permettent pas de concevoir combien les plus légères familiarités me mettent à la torture. Lorsqu'en parlant, elle pose sa main sur la mienne, que dans la conversation elle se rapproche de moi, que son haleine divine peut atteindre mes lèvres, je crois sombrer, comme si j'étais frappé de la foudre. Et, Wilhelm, si ce ciel, cette confiance, si j'osais jamais les... Tu me comprends? Non, mon cœur n'est pas si corrompu, mais faible, bien faible, et n'est-ce pas là de la corruption? Elle est sacrée pour moi. Tout désir se tait en sa présence. Je ne sais ce que je suis quand je suis auprès d'elle. C'est comme si mon âme se versait et coulait dans tous mes nerfs. Elle a un air, qu'elle joue sur le clavecin avec l'éloquence d'un ange, si simple et si expressif. C'est son air favori. Il me remet de toute peine, de tout trouble, de toute idée sombre, dès qu'elle en joue seulement la première note. Ce que l'on dit des pouvoirs magiques de l'ancienne musique ne me semble pas du tout invraisemblable. Ce simple chant a sur moi tant de puissance, et comme elle sait me le faire entendre à propos, dans des moments où je serais homme à me tirer une balle dans la tête, alors l'égarement et les ténèbres de mon âme se dissipent, et je respire de nouveau plus librement. 18 juillet. Wilhelm, qu'est-ce que le monde pour notre cœur sans l'amour? Ce qu'une lanterne magique est sans lumière. À peine y introduisez-vous le flambeau, qu'aussitôt les images les plus variées se peignent sur la muraille. Et lors même que tout cela ne serait que fantômes, encore ces fantômes font-ils notre bonheur quand nous nous tenons là, éveillés, et que, comme des enfants, nous nous extasions sur ces apparitions merveilleuses? Aujourd'hui, je ne pouvais aller voir Charlotte. J'étais emprisonné dans une société d'où il n'y avait pas moyen de m'échapper. Que faire? J'envoyai chez elle mon domestique, afin d'avoir au moins près de moi quelqu'un qui eût approché d'elle dans la journée. Avec quelle impatience j'attendais son retour, avec quelle joie je le revis. Si j'avais osé, je me serais jeté à son cou et je l'aurais embrassé. On prétend que la pierre de Bologne, exposée au soleil, se pénètre de ses rayons et éclaire quelque temps dans la nuit. Il en était ainsi pour moi de ce jeune homme. L'idée que les yeux de Charlotte s'étaient arrêtés sur ses traits, sur ses joues, sur les boutons et le collet de son habit, me rendait tout cela si cher, si sacré. Je n'aurais pas donné ce garçon pour 1000 écus. Sa présence me faisait tant de bien. Dieu te préserve d'en rire, Wilhelm. Sont cela des fantômes? Est-ce une illusion que d'être heureux? 19 juillet. Je la verrai. Voilà mon premier mot lorsque je m'éveille, et qu'avec sérénité je regarde le beau soleil levant. Je la verrai. Et alors je n'ai plus, pour toute la journée, aucun autre désir. Tout va là. Tout s'engouffre dans cette perspective. 20 juillet. Votre idée de me faire partir avec l'ambassadeur ne me convient guère. Je n'aime pas la dépendance, et de plus, tout le monde sait que cet homme est désagréable. Ma mère, dis-tu, voudrait me voir une occupation. Cela m'a fait rire. Ne suis-je donc pas occupé à présent? Et au fond, n'est-ce pas la même chose que je compte des pois ou des lentilles?
Tout dans cette vie aboutit à des vétilles, et celui qui, pour faire plaisir aux autres, sans besoin et sans goût, se tue à travailler pour de l'argent, pour des honneurs, ou pour tout ce qu'il vous plaira, est à coup sûr un imbécile. 24 juillet. Puisque tu tiens tant à ce que je ne néglige pas le dessin, je ferais peut-être mieux de me taire sur ce point que de t'avouer que depuis longtemps, je m'en suis bien peu occupé. Jamais je ne fus plus heureux, jamais ma sensibilité pour la nature, jusqu'aux cailloux, jusqu'aux brins d'herbe, ne fut plus pleine et plus vive. Et cependant, je ne sais comment m'exprimer, mon imagination est devenue si faible. Tout nage et vacille tellement devant mon âme que je ne puis saisir un contour. Mais je me figure que si j'avais de l'argile ou de la cire, je réussirais mieux. Si cela dure, je prendrais de l'argile, et je la pétrirais, dussé-je ne faire que des boulettes. 3 fois déjà j'ai commencé le portrait de Charlotte, et je me suis ridiculisé 3 fois. Cela me chagrine d'autant plus qu'il y a peu de temps que je réussissais fort bien à saisir la ressemblance. Je me suis donc borné à prendre sa silhouette, et il faudra bien que je m'en contente. 26 juillet. Oui, chère Charlotte, je m'acquitterai de tout. Seulement donnez-moi plus souvent des commissions. Donnez-m'en bien souvent. Je vous prie d'une chose, plus de sable sur les billets que vous m'écrivez. Aujourd'hui, je portais vivement votre lettre à mes lèvres, et le sable craqua sous mes dents. 26 juillet. Je me suis déjà proposé bien des fois de ne pas la voir si souvent, mais le moyen de tenir cette résolution. Tous les jours je succombe à la tentation. Tous les soirs je me dis avec un serment, demain tu ne la verras pas, et lorsque le matin arrive, je trouve quelque raison invincible de la voir, et, avant que je m'en aperçoive, je suis auprès d'elle. Elle me dit, le soir, vous viendrez demain, n'est-ce pas? Qui pourrait ne pas y aller? Ou bien elle me donne une commission, et je trouve qu'il est plus convenable de lui porter moi-même la réponse. Ou bien, la journée est si belle, je vais à Walheim, mais quand j'y suis, il n'y a plus qu'une demi-lieue jusque chez elle. Je suis trop près de son atmosphère. Hop, m'y voilà encore. Ma grand-mère nous racontait l'histoire de la montagne d'aimant. Les vaisseaux qui s'en approchaient trop perdaient tout à coup leur ferrement, les clous volaient à la montagne, et les malheureux matelots s'abîmaient entre les planches qui tombaient les unes sur les autres. 30 juillet. Albert est arrivé, et moi je vais partir. Fût-il le meilleur, le plus généreux des hommes, et lors même que je serais disposé à reconnaître sa supériorité sur moi à tous égards, il me serait insupportable de le voir posséder sous mes yeux tant de perfection. Posséder. Il suffit, mon ami. Son fiancé est arrivé. C'est un homme honnête et bon, qui mérite qu'on l'aime. Heureusement, je n'étais pas présent à sa réception. J'aurais eu le cœur trop déchiré. Il est si bon qu'il n'a pas encore embrassé une seule fois Charlotte en ma présence. Que Dieu l'en récompense. Rien que le respect qu'il témoigne à cette jeune femme me force à l'aimer. Il semble me voir avec plaisir, et je soupçonne que c'est l'ouvrage de Charlotte, plutôt que l'effet de son propre mouvement, car là-dessus les femmes sont très adroites, et elles ont raison. Quand elles peuvent entretenir 2 adorateurs en bonne intelligence, quelque rare que cela soit, c'est tout profit pour elles. Du reste, je ne puis refuser mon estime à Albert. Son calme parfait contraste avec ce caractère ardent et inquiet que je ne puis cacher. Il est homme de sentiment, et apprécie ce qu'il possède en Charlotte. Il paraît peu sujet à la mauvaise humeur, et tu sais que, de tous les défauts des hommes, c'est celui que je hais le plus. Il me considère comme un homme qui a quelque mérite. Mon attachement pour Charlotte, le vif intérêt que je prends à tout ce qui la touche, augmente son triomphe, et il l'en aime d'autant plus. Je n'examine pas si, quelquefois, il ne la tourmente point par quelque léger accès de jalousie. À sa place, j'aurais au moins de la peine à me défendre entièrement de ce démon. Quoi qu'il en soit, le bonheur que je goûtais près de Charlotte a disparu. Faut-il nommer la chose folie? Aveuglement? Qu'importe le nom. La chose parle assez d'elle-même. Avant l'arrivée d'Albert, je savais tout ce que je sais maintenant. Je savais que je n'avais point de prétentions à former sur elle, et je n'en formais aucune. J'entends autant qu'il est possible de ne rien désirer à la vue de tant de charmes. Et aujourd'hui, l'imbécile s'étonne et ouvre de grands yeux, parce que l'autre arrive en effet et lui enlève la belle. Je grince les dents, et je ris de mon malheur, et ris 2 ou 3 fois davantage de ceux qui osent dire qu'il faut que je me résigne, puisque la chose ne peut être autrement. Délivrez-moi de ces automates. Je cours les forêts, et lorsque je reviens près de Charlotte, que je trouve Albert auprès d'elle, dans le petit jardin, sous le berceau, et que je me sens forcé de ne pas aller plus loin, je deviens fou allié,
et je fais 1000 extravagances. Pour l'amour de Dieu, me disait Charlotte aujourd'hui, je vous en prie, plus de scènes comme celle d'hier soir. Vous êtes effrayant quand vous êtes si gai. Entre nous, j'ai pris le moment où les affaires appellent Albert au dehors. Aussitôt, je suis près d'elle, et je suis toujours content quand je la trouve seule. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous passons à une courte pause. Vraiment très courte. Vraiment, je vais faire des pauses très très courtes, comme je le disais, parce que vu que je vais faire des phases de lecture courtes, j'ai pas envie que ça fasse des lives microscopiques avec plus de parlotte que de lecture. Donc voilà. Mais c'est juste aussi pour donner un petit peu de l'aération dans la lecture, comme je le disais, comme je le répétais en introduction. C'est un petit peu pour nous aérer l'esprit dans cette lecture qui risque d'être un petit peu triste, un petit peu lourde, avec une ambiance pesante. Donc voilà, on s'aère un peu l'esprit, on dialogue ensemble 2-3 minutes, et puis après je repartirai. Dimal qui nous dit « J'espère que cette lecture ne va pas me miner le moral. » Déjà moi, je sais pas si c'est lié, mais déjà moi j'ai l'impression que depuis mardi, j'ai un petit coup de mou. Mais je sais pas si c'est lié ou si c'est juste mes 3 semaines d'administration, comme je disais. Donc vraiment, je vous le répète maintes et maintes fois, prenez vos précautions, si je puis dire, avec cette lecture. Et si vous n'allez pas bien, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent. En fait, c'est très dur de donner des conseils dans ces moments-là, parce que c'est des conseils qu'on n'arrive même pas à s'appliquer à soi-même, bien souvent. Mais ouais, prenez le temps pour vous, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent, de voir des choses qui vous plaisent, de consommer des choses joyeuses, peut-être aussi ça vous aidera. De parler, même si c'est pas de ça, même si c'est pas de vos problèmes, de votre mal-être ou quoi que ce soit, mais de parler avec de la famille, des amis, même des inconnus, ça peut être intéressant. Voir des professionnels de santé si vraiment vous en ressentez le besoin, mais même des inconnus, bon, bien sûr, faites attention à ce que vous dites à des inconnus, hein, mais ça peut aussi marcher. Hein. C'est vrai que des fois, juste choper quelqu'un sur Discord et parler avec lui, ça peut aider. Hein. Enfin bref. Voilà, je pense que j'ai mis suffisamment de précautions sur cette lecture. Je vais pas rendre tout ça encore plus lourd en accentuant la chose et en, comment dire, en forçant le trait, mais voilà. Pour l'instant, ça me plaît bien, j'aime bien le style. Bah pareil. Alors là, pour le coup, je crois donc qu'on a eu pour la première fois une lettre n'étant pas adressée à Wilhelm, mais une lettre adressée à Charlotte, si je ne me trompe pas, puisqu'on a eu 2 lettres le 26 juillet, dont une très très courte qui était oui, chère Charlotte, je m'acquitterai de tout, etc. Donc apparemment, il a commencé à converser avec Charlotte par correspondance. Et en même temps, il est assez clair, j'ai l'impression, sur ses sentiments, entre guillemets, en tout cas très rapidement, j'ai l'impression, parce qu'il a l'air de direct lui dire que grosso modo, elle lui manque, parce que direct, il est en mode ah mais la prochaine fois, mettez pas autant de temps à répondre, machin, machin, enfin, disons qu'il s'emballe. En fait, c'est compliqué, cette lecture est très compliquée pour moi parce que vraiment je me vois beaucoup trop dans le personnage de Werther, je me reconnais beaucoup trop dans ce personnage, mais en fait il s'emballe de ouf quoi. Il s'emballe de ouf, il est complètement fou de Charlotte en très peu de temps, et surtout il est complètement obnubilé par elle quoi. Il voit tout son monde, tout son monde, tous ses sentiments, toutes ses activités par le prisme de Charlotte, et ça c'est un peu néfaste quelque part. Donc ouais, on sent déjà qu'il est pris dans une spirale, et bien que pour lui, cette spirale ait les atours d'une spirale vertueuse, bah en fait, il est en train d'entrer dans un cercle vicieux. Donc c'est très dur à lire, même là, alors que c'est pas encore très très triste, mais c'est très dur à lire parce que, étant donné que perso je m'identifie beaucoup au personnage et que je pense que pas mal de gens peuvent s'y identifier parce que je pense que pas mal de gens sont assez passionnés en amour, je pense qu'en fait ça peut faire flipper quelque part de se dire
de se dire, je connais ces patterns, où tu vois le truc et tu vois la structure, et c'est là où je trouve que c'est super bien écrit et super bien vu de la part de Goethe, parce que justement, je trouve ça hyper facile de s'identifier et de se dire, putain, c'est terrible, quand je suis amoureux, je suis comme ça. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais je peux avoir ces travers, je peux avoir ces moments d'incohérence, je peux avoir ces moments d'exaltation totalement abusés, à côté de moments de jalousie intense et ainsi de suite, enfin, de peur, de haine, de tristesse, enfin voilà, c'est de questionnement, de doute, ce truc de est-ce qu'elle m'a regardé, est-ce qu'elle m'a pas regardé, enfin, c'est ouf à quel point vraiment il en fait le centre de son monde, et à quel point tu te rends compte quand t'es extérieur à ça, que pour la personne, ça peut paraître être génial, mais de l'extérieur, t'as l'impression que c'est juste terrible. C'est juste terrible, l'engrenage dans lequel il se met. Je pense que c'est un peu la réaction de son interlocuteur, et donc du lecteur aussi, quelque part, donc de Wilhelm, pardon, euh, pour être plus clair, qui, à mon avis, doit se dire aussi, oula, fais attention à ce que tu fais, mon grand Werther, tu pars loin là. Et puis aussi autre chose que je trouve très classique mais très bien vu. En fait c'est ça qui est ouf, je trouve ça très très bien vu. Je trouve ça très très bien jaugé, c'est que des choses très palpables qu'on a tous vécu dans des relations amoureuses je pense. Mais ce truc là aussi de l'impossibilité, cet amour interdit qu'on vient de relire dans la dernière lettre, ce truc de Werther depuis le début, il sait que l'amour est impossible parce qu'il sait que Charlotte est promise à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et malgré l'impossibilité, le malgré le comment dire les éléments qui empêchent toute relation, et bah il se laisse quand même aller à la frénésie de son amour, à la folie de son amour, et en disant mais ouais je le savais depuis le début de toute manière, donc je le savais depuis le début, je fais attention, alors qu'en fait il sait très bien au fond de lui qu'il se laisse avoir quand même. C'est vachement pervers en fait, c'est vachement pervers la manière dont ça s'agence au final. Bonsoir Black Butler, bienvenue. Comment ça va? Ça fait plaisir de te revoir. Et du coup, t'as loupé 10 pages, grosso modo. 10 petites pages de lecture. J'écris en même temps une histoire apocalyptique. Ah, bah, bonne session d'écriture à toi, Dimal. Ça doit être dur d'écrire et d'en même temps écouter une lecture, non? En tout cas, bonne écriture à toi, Dimal. Et j'en profite pour rappeler que, si vous ne le savez pas, notre cher Dimal, donc pseudo Dimal sur Twitch, mais nom d'artiste, enfin c'est pas son nom d'artiste, je suppose que c'est son vrai nom, mais bref. En tout cas, n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. J'avais pu lire l'un de ses textes en live. J'avais lu Le Voyage sans retour, c'est bien ça, hein, le titre. À chaque fois, j'ai peur de me tromper. C'est Le Voyage sans retour, hein. C'est Columbus, Le Voyage sans retour, si je dis pas de conneries. À chaque fois, j'ai peur de me tromper. Je sais pas pourquoi, j'ai d'autres œuvres en tête qui commencent par Le Voyage, et du coup, j'ai envie de poursuivre avec un autre chose. Et je crois bien que c'est ça. Je crois que c'est Columbus le voyage sans retour de Damien Allemand. Donc vous pouvez trouver ça en rediffusion sur ma chaîne YouTube dans une playlist. Et si on lisait Columbus le voyage sans retour. Moi je vais nickel, j'ai un mal à la tête mais j'écris aussi. Mais c'est incroyable ça. C'est incroyable ça que tous mes viewers écrivent. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On fait une petite confrérie d'auteurs là. Enfin d'auteurs. Je dirais pas que je suis auteur mais j'écris. Bien, chers amis, je vais juste fermer ma gueule en fait et reprendre la lecture. Comme je le disais, c'est des phases de lecture courtes, donc je vais faire des pauses courtes également. Je vous reprends pour 10 petites pages, donc à mon avis, je suis là dans 15 minutes à tout casser. Je vous souhaite une bonne écoute d'Imal, bonne écoute Black Butler Live, bonne écoute Mirani si tu es toujours parmi nous, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et à dans quelques minutes. C'est parti. 8 août. De grâce, mon cher Wilhelm, ne crois pas que je pensais à toi quand je traitais d'insupportables les hommes qui exigent de nous de la résignation dans les maux inévitables. Je n'imaginais pas, en vérité, que tu pusses être de cette opinion, et pourtant, au fond, tu as raison. Seulement une observation, mon cher. Dans ce monde, il est très rare que tout aille par oui ou par non. Il y a dans les sentiments et la manière d'agir autant de nuances qu'il y a de degrés depuis le nez aquilin jusqu'au nez Camus.
Tu ne trouveras donc pas mauvais que, tout en reconnaissant la justesse de ton argument, j'échappe pourtant à ton alternative. Ou tu as quelque espoir de réussir auprès de Charlotte, dis-tu, ou tu n'en as point. Bien. Dans le premier cas, cherche à réaliser cet espoir et à obtenir l'accomplissement de tes vœux. Dans le second, ranime ton courage et délivre-toi d'une malheureuse passion qui finira par consumer tes forces. Mon ami, cela est bien dit. Et vite dit. Et ce malheureux dont la vie s'éteint, miné par une lente et incurable maladie, peux-tu exiger de lui qu'il mette fin à ses tourments par un coup de poignard? Et le mal qui dévore ses forces ne lui ôte-t-il pas en même temps le courage de s'en délivrer? Tu pourrais, à la vérité, m'opposer une comparaison du même genre. Qui n'aimerait mieux se faire amputer un bras que de risquer sa vie par peur et par hésitation? Je n'en sais rien, mais ne nous jetons pas de comparaisons à la tête. En voilà bien assez. Oui, mon ami, il me prend quelquefois un accès de courage exalté, sauvage, et alors, si seulement je savais où aller, je partirais sans doute. Le soir. Mon journal, que je négligeais depuis quelque temps, m'est tombé aujourd'hui sous la main. J'ai été étonné de remarquer à quel point c'est sciemment que je me suis toujours davantage avancé dans cette affaire. Comment j'ai toujours clairement vu ma situation, n'en ai pas moins agi en enfant, je vois tout aussi clair aujourd'hui, et il n'y a toujours pas apparence que cela s'améliore. 10 août. Je pourrais mener la vie la plus douce, la plus heureuse, si je n'étais pas un fou. Des circonstances aussi favorables que celles où je me trouve se réunissent rarement pour rendre un homme heureux. Tant il est vrai que c'est notre cœur seul qui fait son malheur ou sa félicité. Être membre de la famille la plus aimable, me voir aimer du père comme un fils, des jeunes enfants comme un père, et de Charlotte, et cet excellent Albert, qui ne trouble mon bonheur par aucune marque d'humeur, qui m'accueille si cordialement, pour qui je suis, après Charlotte, ce qu'il aime le mieux au monde. Mon ami, c'est un plaisir de nous entendre lorsque nous nous promenons ensemble, et que nous nous entretenons de Charlotte. On n'a jamais rien imaginé de plus ridicule que notre situation. Et cependant, dans ces moments, plus d'une fois les larmes me viennent aux yeux. Quand il me parle de la digne mère de Charlotte, quand il me raconte comment, en mourant, elle remit à sa fille son ménage et ses enfants, et lui recommanda sa fille à lui-même, comment dès lors un nouvel esprit anima Charlotte, comment elle est devenue, par l'attention qu'elle porte aux choses domestiques et par son caractère posé, une véritable mère, comment aucun instant ne se passe pour elle sans amour dévoué et sans travail, et comment sa vivacité, sa gaieté ne l'ont pourtant jamais quittée. Moi, je marche nonchalamment à côté de lui, et je cueille des fleurs sur le chemin. Je les réunis soigneusement dans un bouquet, et je les jette dans le torrent, et je les suis de l'œil pour les voir partir, petit à petit. Je ne sais si je t'ai écrit qu'Albert restera ici, et qu'il va obtenir de la cour, où il est très bien vu, un emploi dont le revenu est fort honnête. Pour l'ordre et l'aptitude aux affaires, j'ai rencontré peu de personnes qu'on pu lui comparer. 12 août. En vérité, Albert est le meilleur homme qui soit sous le ciel. J'ai eu hier avec lui une singulière scène. J'étais allé le voir pour prendre congé de lui, car il m'avait pris fantaisie de faire un tour à cheval dans les montagnes, et c'est même de là que je t'écris en ce moment. En allant et venant dans sa chambre, j'aperçus ses pistolets. « Prête-moi tes pistolets pour mon voyage, lui dis-je. »« Je ne demande pas mieux, répondit-il, mais tu prendras la peine de les charger, ils ne sont là que pour la forme. » J'en détachai un, et il continua. « Depuis que ma prévoyance m'a joué un si mauvais tour, je ne veux plus rien avoir à faire avec ce genre d'objet. Je fus curieux de savoir ce qui lui était arrivé. J'étais allé, reprit-il, passer 3 mois à la campagne, chez un de mes amis. J'avais une paire de pistolets non chargés, et je dormais tranquille. Un après-midi que le temps était pluvieux et que j'étais à ne rien faire, je ne sais comment il me vint dans l'idée que nous pourrions être attaqués, que je pourrais avoir besoin de mes pistolets, et que, tu sais ce que c'est, je les donnais aux domestiques pour les nettoyer et les charger. Il se mit à badiner avec la servante en cherchant à lui faire peur, et Dieu sait comment, le pistolet part, la baguette étant encore dans le canon, la baguette va frapper la servante à la main droite et lui fracasse le pouce. J'eus à supporter les cris, les lamentations, et il me fallut encore payer le traitement. Aussi, depuis cette époque, mes armes ne sont-elles jamais chargées. Qu'est-ce que la prudence, mon cher? On ne voit jamais le danger. Cependant... Tu sais que j'aime beaucoup Albert, mais je n'aime pas ces cependant, car n'est-il pas évident que toute règle générale a des exceptions? Mais telle est la scrupuleuse équité de cet excellent homme. Quand il croit avoir avancé quelque chose de précipité, de trop général ou de douteux, il ne cesse de nuancer, de modifier, d'ajouter ou de retrancher, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa proposition.
À cette occasion, il se perdit dans son texte. Bientôt, je n'entendis plus un mot de ce qu'il disait. Je tombai dans des rêveries. Puis tout à coup, je m'appliquai brusquement la bouche du pistolet sur le front, au-dessus de l'œil droit. « Hé !» dit Albert en me reprenant l'arme. « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Il n'est pas chargé, lui répondis-je. »« Même dans ce cas, qu'est-ce que tu cherches ?» répliqua-t-il avec impatience. « Je ne puis concevoir comment un homme peut être assez fou pour se brûler la cervelle. L'idée seule me fait horreur. »« Vous autres hommes, m'écriai-je, vous ne pouvez parler de rien sans dire tout d'abord. Cela est fou, cela est sage, cela est bon, cela est mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire ? Avez-vous approfondi les véritables motifs d'une action ? Avez-vous démêlé les raisons qui l'ont produite, qui devaient la produire ? Si vous aviez fait cela, vous ne seriez pas si prompt dans vos jugements. Tu conviendras, dit Albert, que certaines actions sont et restent criminelles, quels qu'en soient les motifs. Je haussai les épaules, et je lui accordai ce point. Cependant, mon cher, continuai-je, il se trouve encore ici quelques exceptions. Sans aucun doute, le vol est un crime. Mais l'homme qui, pour s'empêcher de mourir de faim, lui et sa famille, se laisse entraîner au vol, mérite-t-il la piété ou le châtiment ? Qui jettera la première pierre à l'époux qui, dans sa juste fureur, immole une femme infidèle et son vil séducteur ? À cette jeune fille qui, dans un moment de délire, s'abandonne aux charmes entraînants de l'amour. Nos lois même, ces froides pédantes, se laissent toucher et retiennent leur coup. Ceci est autre chose, reprit Albert, car un homme emporté par une passion trop forte perd la faculté de réfléchir, et doit être regardé comme un homme ivre ou comme un insensé. « Voilà bien mes gens raisonnables, m'écriai-je en souriant. Passion, ivresse, folie, hommes moraux, vous êtes d'une impassibilité merveilleuse. Vous injuriez l'ivrogne, vous vous détournez de l'insensé. Vous passez sans vous arrêter comme le prêtre et remerciez Dieu comme le pharisien de ce qu'il ne vous a pas fait semblables à l'un d'eux. J'ai été plus d'une fois pris de vin, et souvent mes passions ont approché de la démence, et je ne me repens ni de l'un ni de l'autre, car j'ai appris que tous les hommes extraordinaires qui ont fait quelque chose de grand, quelque chose qui semblait impossible, ont de tout temps été qualifiés d'ivres et d'insensés. Et dans la vie ordinaire même, n'est-il pas insupportable d'entendre dire, quand un homme fait une action tant soit peu honnête, noble et inattendue, « Cet homme est ivre, celui-là est fou ». Honte à vous, les hommes sobres et vous, hommes pleins de sagesse, honte à vous. Voilà encore de tes extravagances, dit Albert. Tu exagères tout, et à coup sûr tu as ici au moins le tort d'assimiler le suicide dont il est question maintenant aux actions qui demandent de l'énergie, tandis qu'on ne peut le regarder que comme une faiblesse. Car évidemment, il est plus facile de mourir que de supporter avec constance une vie pleine de tourments. Peu s'en fallut que je ne rompisse l'entretien. Car rien ne me met hors des gonds comme de voir quelqu'un venir avec un lieu commun insignifiant lorsque je parle de cœur. Je me retins cependant. J'avais déjà si souvent entendu ce lieu commun, et je m'en étais indigné tant de fois. Je lui répliquai avec un peu de vivacité. « Tu appelles cela faiblesse ? Je t'en prie, ne te laisse pas séduire par l'apparence. Un peuple gémit sous le joug insupportable d'un tyran. Peux-tu l'appeler faible lorsque enfin il se lève et brise ses chaînes ? Cet homme qui voit les flammes menacer sa maison, et dont la frayeur tend tous les muscles, qui enlève aisément des fardeaux que de sang-froid il aurait à peine remués. Cet autre qui, furieux d'un outrage, attaque 6 hommes et les terrasse. Faut-il les appeler faibles ? Eh, mon ami, si des efforts sont de la force, comme des efforts extrêmes seraient-ils le contraire ? Comment des efforts extrêmes seraient-ils le contraire ? Albert me regarda et dit « Je te demande pardon, mais les exemples que tu viens de citer ne me semblent point applicables ici. » C'est possible, repartis-je. On m'a déjà souvent reproché que mes raisonnements étaient pleins d'incohérences. Voyons donc si nous ne pourrons pas nous représenter d'une autre manière ce qui doit se passer dans l'âme d'un homme qui se détermine à rejeter le fardeau de la vie, ce fardeau si cher à d'autres, car nous n'avons vraiment le droit de juger une chose qu'autant que nous la comprenons. La nature humaine a ses bornes, continuai-je. Elle peut jusqu'à un certain point supporter la joie, la peine, la douleur. Ce point passé, elle succombe. La question n'est donc pas de savoir si un homme est faible ou s'il est fort, mais s'il peut soutenir le poids de ses souffrances, qu'elles soient morales ou physiques. Et je trouve aussi étonnant que l'on nomme lâche le malheureux qui se prive de la vie, que si l'on donnait ce nom au malade qui succombe à une fièvre maligne. Discours paradoxal, très paradoxal, s'écria Albert. Il est moins que tu ne penses, répondis-je. Tu conviendras que nous qualifions de maladie mortelle celle qui attaque le corps avec tant de violence que les forces de la nature sont en partie détruites, en partie affaiblies, en sorte qu'aucune crise salutaire ne peut plus rétablir le cours ordinaire de la vie. Eh bien, mon ami, appliquons ceci à l'esprit. Regarde l'homme dans sa faiblesse, observe comme des impressions agissent sur lui, comme des idées se fixent en lui, jusqu'à ce qu'enfin la passion toujours croissante le prive de toute force de volonté et le perde. Événement, un homme raisonnable et de sang-froid, qui contemplera l'état de ce malheureux,
Lui donnera-t-il de beaux conseils? Il ne lui sera pas plus utile que l'homme sain ne l'est au malade, à qui il ne saurait communiquer la moindre partie de ses forces. J'avais trop généralisé mes idées pour Albert. Je lui rappelai une jeune fille que l'on avait trouvée morte dans l'eau il y a quelque temps, et je lui répétai son histoire. C'était une bonne créature, tout entière à ses occupations domestiques, travaillant toute la semaine, et n'ayant d'autre plaisir que de se parer le dimanche de quelques modestes atours achetés à grand-peine, d'aller avec ses compagnes se promener aux environs de la ville, ou de danser quelquefois aux grandes fêtes, et qui quelquefois aussi passait une heure de loisir à bavarder avec une voisine sur les raisons de telle ou telle dispute, de tel ou tel commérage. Enfin, la nature lui fait sentir d'autres besoins qui s'accroissent encore par les flatteries des hommes. Ses premiers plaisirs lui deviennent peu à peu insipides, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme vers lequel un sentiment inconnu l'entraîne irrésistiblement, sur lequel elle fonde toutes ses espérances, et oubliant le monde alentour, elle ne voit, n'entend, ne perçoit plus rien que lui, ne désire plus rien que lui seul. Comme elle n'est pas corrompue par les frivoles jouissances de la vanité et de la coquetterie, ses désirs vont droit au but. Elle veut lui appartenir. Elle veut devoir à un lien éternel le bonheur qu'elle cherche et tous les plaisirs après lesquels elle aspire. Des promesses réitérées qui mettent le sceau à toutes ses espérances, de téméraires caresses qui augmentent ses désirs, s'emparent de toute son âme. À demi consciente, elle nage dans un avant-goût de tous les plaisirs. Elle est tendue à l'extrême. Elle ouvre enfin ses bras pour embrasser tous ses désirs, et son amant l'abandonne. Stupéfaite, glacée, elle se trouve devant un abîme. Tout est obscurité autour d'elle, nulle perspective, nulle consolation, nul espoir, car il l'a abandonnée, celui en qui seule elle se sentait vivre. Elle ne voit point le vaste univers qui est devant elle, ni le nombre de ceux qui pourraient remplacer la perte qu'elle a faite, et, aveuglée, accablée de l'excessive peine de son cœur, elle se précipite pour étouffer tous ses tourments dans une mort qui tout embrasse et tout termine. Voilà l'histoire de bien des hommes. Dis-moi, Albert, n'est-ce pas la même marche que celle de la maladie? La nature ne trouve aucune issue pour sortir du labyrinthe des forces déréglées et contradictoires, et l'homme doit mourir. Malheur à celui qui oserait dire l'insensé. Si elle eût attendu, si elle eût laissé agir le temps, son désespoir se serait calmé. Elle aurait trouvé bientôt un consolateur. C'est comme si l'on disait l'insensé qui meurt de la fièvre. S'il avait attendu que ses forces fussent revenues, que ses humeurs fussent purifiées, l'agitation de son sang apaisée, tout se serait rétabli, et il vivrait encore aujourd'hui. Albert, qui ne trouvait point encore cette comparaison frappante, me fit des objections, entre autres celle-ci. Je venais de citer une jeune fille simple et bornée, mais il ne pouvait concevoir comment on excuserait un homme d'esprit dont les facultés sont plus étendues et qui saisit mieux tous les rapports. Mon ami, m'écriai-je, l'homme est toujours l'homme. La petite dose d'esprit que l'un a de plus que l'autre fait bien peu de différence, quand les passions bouillonnent et que les bornes prescrites à l'humanité se font sentir. Et en vérité, mais nous en parlerons un autre jour, lui dis-je en prenant mon chapeau. Oh, mon cœur était si plein. Nous nous séparâmes sans nous être entendus. Il est si rare dans ce monde que l'on s'entende. Et c'est la fin de cette partie de lecture, les amis. Nous passons à la seconde pause de ce soir. Seconde pause, ça y est. On commence à entrer dans le vif du sujet, dans les sujets plus difficiles, peut-être plus compliqués à encaisser, puisque, vous l'aurez compris, l'un des sujets de cette œuvre est le suicide. Je vais essayer de bien choisir mes mots. Encore une fois, préalablement, peu importe à tout ce que je pourrais dire, je suis en live, je le rappelle. Je n'exprime que des pensées, que des opinions, des avis qui me passent là par la tête. Ce ne sont pas forcément ce que je pense réellement, ce n'est pas forcément ce que je pense réellement, ce n'est pas forcément ce que je pense de manière globale, de manière générale. Je vais juste essayer de parler de ce sujet sans trop me casser la gueule, parce que c'est très compliqué en fait de parler de ces sujets. Ce sont, comme je le disais lors du dernier live, pour moi ce sont des sujets primordiaux. Genre, c'est des sujets très très complexes, très très compliqués, très très sensibles, mais qui sont pour moi hyper importants, primordiaux et dont on parle peut-être pas assez. Mais je pense qu'il y a une raison à cela.
qui est la suivante et qui est la raison pour laquelle je prends 1000 pincettes, c'est qu'en fait c'est très dur de parler de ces sujets, pour plusieurs raisons. Déjà, tout simplement parce qu'on a peur de faire pire que mieux. C'est-à-dire que on a peur qu'en parlant d'idées noires, de suicide, etc., etc., ça, peut-être ça conforte, peut-être ça encourage quelqu'un dans ses idées, peut-être ça donne, entre guillemets, des raisons aux gens qui ont ces idées, de se dire ah bah oui bah ouais ça confirme que c'est ce dont j'ai envie et ainsi de suite. Donc en fait c'est ça qui est très compliqué, c'est que on n'a pas envie bien sûr de motiver ce genre d'action. Et en fait dès qu'on prend la parole là-dessus, on a très très peur de déclencher quelque chose chez quelqu'un qui le prendra mal entre guillemets et qui voilà qui en fera un élément justificatif de ses envies, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est l'une des raisons qui fait qu'on parle très peu de ces sujets. Un autre truc aussi, c'est que je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Euh, alors j'ai encore deux sous-catégories à cette phrase, mais bref. Je pense que ça fait peur à beaucoup de gens parce que ça les met face à quelque chose de... Comment dire? Ça les met face à quelque chose d'existentiel. Ça les met face à des questionnements personnels, à des doutes aussi peut-être personnels, etc., etc. Et je pense, c'est assez bizarre de se dire ça, surtout que justement, bah, les langues ne sont pas beaucoup déliées sur ces sujets, mais j'ai eu l'impression au fur et à mesure de ma vie que, bien sûr, à des degrés divers et variés, et bien sûr pour certaines personnes, c'est constant, c'est très intense et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que à n'importe quel moment de la vie, tout le monde y est confronté à un moment, et que c'est une part que beaucoup de gens veulent le plus possible enfouir en eux, et justement ne plus y être confrontés. Je pense que beaucoup de gens qui ont vécu ces idées, ou même qui ont eu juste l'effleurement de ces idées, ont très vite un mouvement de recul à se dire ok je veux plus jamais parler de ça. Je veux pas aller dans ces idées parce que je sens que c'est dangereux pour moi entre guillemets. Et pour les personnes qui vraiment ont déjà sombré très largement dans ces idées, ont déjà entre guillemets succombé à des dépressions et ainsi de suite, je pense que bah, il peut aussi y avoir ce mouvement de recul à dire putain je sais ce que c'est et je veux pas y retourner quoi. Donc voilà, ce sont toutes les raisons qui font que c'est extrêmement dur d'en parler, extrêmement sensible d'en parler, euh, et du coup que je prends des tonnes de pincettes. Donc encore une fois, je n'aurai qu'à vous rappeler, enfin je ne peux que vous encourager et vous rappeler que ici il s'agit d'une œuvre de fiction. C'est très important déjà de faire ça je trouve. Ici, il s'agit d'une œuvre de fiction, pardon. Bien sûr, vous pouvez entrer en empathie avec le personnage du jeune Werther. Bien sûr, vous pouvez comprendre ses souffrances et ainsi de suite. Maintenant, euh, c'est un personnage de fiction, etc., qui n'est pas vous. Et voilà. Faut peut-être arriver à prendre ce recul là-dessus, je vais dire, pour aussi peut-être pouvoir plus facilement digérer l'œuvre, entre guillemets. Euh, Ensuite, ce que je dirais, c'est tout simplement que, encore une fois, faites très attention, entre guillemets, enfin, prenez des précautions, quoi, voilà, j'ai pas mieux à dire que ça. Euh, Prenez des précautions parce que ce sont des textes durs, ce sont des textes tristes, ce sont des sujets difficiles. Et sachez que, je me répète, hein, mais bon, encore une fois, il y a un inconnu, coucou c'est moi, qui pense à vous et qui vous envoie plein de bonnes ondes, qui vous envoie plein de force. J'ai vécu des périodes comme ça, je connais, j'ai l'impression de ne pas connaître de personne qui n'a pas vécu de période comme ça en fait. Je sais que ça peut être très bizarre, je sais qu'on peut ne pas le réaliser quand on est dans ces moments-là, mais vraiment tout le monde vit ce genre de période un jour ou l'autre, j'ai l'impression. Ou en tout cas beaucoup beaucoup de gens.
Donc si ça peut vous rassurer, entre guillemets, de vous dire que vous n'êtes pas seul et de vous dire aussi que plein de gens ont réussi à finalement se défaire de ces états d'âme. Donc voilà, vraiment, je vous envoie plein de force. Il y a quelqu'un qui pense à vous, même si je ne vous connais pas, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous envoie plein de soutien, plein de d'ondes positives. Et maintenant, concernant l'œuvre, concernant ce qu'on vient de lire, c'est marrant, c'est... Comment dire? C'est... mince, je trouve plus le terme. De manière assez glauque ou de manière... Enfin, je trouve plus le terme que je voulais employer, mince. De manière assez ironique, non, c'est pas vraiment ironique. Mais ouais, de manière assez glauque, c'est marrant de voir que je me reconnais encore beaucoup dans le personnage. Je pense que c'est la force en fait. Je pense que c'est la force de ce texte, et je pense que c'est ça aussi qui lui vaut cette réputation de texte giga triste. En fait, pour tout vous dire, parce que voilà, là peut-être vous vous dites que j'en fais beaucoup, mais pour tout vous dire, les souffrances du jeune Werther, il y a eu des demandes pour l'interdire à sa sortie, parce qu'on s'est rendu compte qu'après sa sortie, plein de gens mimaient la manière de s'habiller des personnages, de Charlotte et de Werther, et que plein de gens se sont suicidés. Donc, je sais que je peux paraître prendre beaucoup de pincettes, mais vraiment, c'est pas des conneries. Et c'est un fait avéré que, bah, malheureusement, quand il y a des grands, quand il y a des grandes œuvres, etc., des grands faits, des grands événements qui parlent de suicide, bah, ça entraîne des vagues de suicide. Donc c'est pour ça que je prends plein de pincettes et que j'essaie au maximum d'être clair et d'y aller à tâtons sur tous ces sujets. Mais, euh, mais grosso modo, voilà, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois, l'effet Werther. L'effet Werther, c'est un effet qui tente de montrer que, en effet, par exemple, lors du suicide d'une célébrité, bah, on se rend compte que ça déclenche chez plein de gens ce truc psychologique où peut-être ils se disent ah bah si telle célébrité l'a fait, c'est peut-être que entre guillemets c'est la seule solution entre guillemets. Parce qu'en fait c'est ça le piège du suicide, c'est de croire que c'est la seule solution. Et, euh, et justement, c'est pour ça que je trouve que le texte est super bien écrit. C'est que je trouve il décrit parfaitement toutes les étapes par lesquelles peut passer quelqu'un qui est vraiment en dépression, quoi. J'ai même pas envie de parler de chagrin d'amour, etc. parce que, certes, c'est lié à un chagrin d'amour ici, mais ça pourrait être par rapport à d'autres choses. Mais il y a plein de choses que je reconnais, que j'ai pu voir chez des gens que j'ai connus ou que j'ai pu voir même chez moi. Par exemple, l'étape de croire qu'on est absolument le seul à penser de cette manière, qu'on est peut-être même persécuté, entre guillemets. Euh, Ce truc très paradoxal d'être très clairvoyant sur sa situation, ou du moins de croire être très clairvoyant sur sa situation, c'est-à-dire de soi-même se dire je sais que je suis déprimé, je sais que... de trouver des justifications avec des énormes guillemets logiques de, bah de justification pour cet acte et ainsi de suite, qu'on trouverait totalement illogique chez d'autres. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui vont vous donner des arguments pour vous dire à quel point vos pensées ne sont pas logiques et que vous êtes juste désespéré, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous-même, vous allez l'accepter et dire oui, c'est vrai. Dans la généralité, dans la globalité des cas, c'est vrai. Et vous allez finir par dire mais moi, c'est pas pareil. C'est un truc, c'est extrêmement triste hein, au final, mais c'est un truc que je remarquais chez quelqu'un, enfin ouais, bon bref, chez quelqu'un de mon entourage dont je parlais souvent sous ces mots, où je disais c'est ouf parce que cette personne est constamment en train de se plaindre, mais de souffrir en soi. C'est-à-dire donc plaindre vraiment au sens plainte quoi, au sens
au sens il exprime une souffrance, il exprime une douleur, il exprime un mal-être et ainsi de suite et ainsi de suite, qu'il serait capable de... C'est presque comme si l'un de ses amis vivrait la même chose que lui, il serait capable de lui remonter le moral, donc il aurait les arguments, et les mêmes arguments que ses amis ont pour essayer de lui remonter le moral pour un autre ami, sauf que, à chaque fois que tu lui donnes des arguments, et ben t'es dans... et j'ai pu être comme ça aussi certainement, hein, inconsciemment, mais en fait t'es dans cette logique de oui je sais, oui je sais, oui je sais, oui je sais, oui je sais que c'est comme ça, oui bien sûr que c'est comme ça, mais moi c'est pas pareil. Ou bien mais moi c'est plus intense, ou moi c'est plus triste, ou moi c'est plus... Enfin là, il y a ce truc de d'hyper clairvoyance sur sa situation où on sait qu'on va pas bien, on sait que on a plein de solutions et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais quand même, on finit toujours par dire ouais mais non, moi c'est pire. Ouais mais non, moi ça marche pas. Euh, et donc bah si vous vivez ça les amis, je compatis et ne prenez pas ça comme une agression parce que je pense, enfin, ouais, je pense que certains le prennent comme une agression, de se dire, ouais, mais non, tu me caricatures, moi je suis pas comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, moi je souffre vraiment, etc., etc. La question n'est pas du tout de dire que vous ne souffrez pas, comme Werther ici dans le texte, en effet, Werther dit clairement qu'il souffre, et il n'est pas question d'annihiler sa souffrance, il n'est pas question d'effacer sa souffrance, de dire qu'elle n'existe pas, elle est bien là, etc., etc. Juste, elle est tellement forte, elle est tellement intense, elle est tellement à fleur de peau qu'elle influe forcément sur la personnalité globale à ce moment-là, quoi. Donc voilà, en fait, je trouve que c'est pour ça que ce texte est peut-être dangereux, avec des guillemets, et, euh, et ouais, qu'il a causé tant de soubresauts, parce qu'il est, je trouve, très bien écrit, et qu'il décrit parfaitement toutes les étapes d'une dépression, ou ce genre de choses, quoi. Enfin, j'avoue que le texte est dur, quoi. Là, vraiment, dans tout ce que je viens de lire, je revois des tonnes de dialogues que j'ai pu avoir avec des amis et ainsi de suite. Enfin, en tant que mec déprimé ou en tant que mec qui essaie de réconforter un ami ou enfin, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Bref, en tout cas, si vous vivez encore une fois tous ces sentiments, etc., etc., je vous conseille peut-être de ne pas poursuivre la lecture des souffrances du jeune Werther si ça vous fait pas du bien. Parce que après, c'est ça le truc aussi, c'est que des fois, dans certaines conditions, au contraire, ça peut faire du bien. Moi, je sais que mon exemple n'est pas modèle. J'en parle, voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous picorez là-dedans. Je sais que moi, aller voir des trucs joyeux, etc., etc., ça peut me remettre d'humeur. Mais je sais aussi que voir des trucs très tristes et chialer un bon coup, et déprimer un bon coup, et accepter que je sois méga triste pendant quelques temps, et ainsi de suite, et me nourrir de choses pas très joyeuses, et voilà, mais au final, peut-être de partager cette souffrance avec des artistes, etc., de savoir que, je sais pas, en fait, en quelque sorte, ça donne l'impression d'être compris, quoi, je suppose. Il y a un petit quelque chose de cet ordre, je suppose. Regarder des films, écouter de la musique très triste avec des gens déprimés, ainsi de suite. Ça peut ne pas être conseillé, je dirais que ça dépend vraiment de vous en fait. Ça peut ne pas être conseillé si ça vous fait pas aller mieux, si ça vous fait aller pire, si ça vous mine encore plus le moral, j'ai envie de dire. Après, à vous de savoir comment vous fonctionnez et voilà. Mais peut-être que aussi ça peut vous faire du bien de partager ça et de l'exprimer. Ça peut être aussi de l'exprimer dans le partage de quelque chose, donc dans le partage d'un visionnage de film, d'une écoute de musique et ainsi de suite, ou d'en parler avec des gens, etc. Mais même ça peut être aussi de l'exprimer avec, des textes. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de la poésie, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des poèmes, parce que j'étais absolument pas bien, et au début j'étais en mode mais ça sert à rien, c'est à quoi... Enfin, je voyais pas l'intérêt, je trouvais ça ridicule, et au final, bah je dirais pas que c'est ce qui m'a
fait aller mieux. Mais je dirais que très certainement, avec tout un tas de plein de choses, c'est un microscopique élément qui a fait que je suis allé mieux. Mais tous ces microscopiques éléments ont leur rôle à jouer, et ça vaut le coup de les tenter, ça vaut le coup de faire des choses dans ce sens-là. Enfin bref. J'espère que je suis pas trop chiant sur ces lives, sur les souffrances du jeune Werther, je suis désolé. Je pars sur des longs monologues, sur des longs dialogues qui peut-être ne sont pas directement liés à la lecture, mais de manière un peu, ouais, un petit peu indirecte. Euh, J'espère que c'est pas trop difficile et j'espère que je suis pas trop chiant juste, mais bon. SOS Amitié, j'écoute. Perso, je ne connaissais que l'effet Werther's original. Ah ouais, les Werther's original, c'est très bon, j'avoue. C'est bon petit bonbon de caramel. Perso, j'aime bien pleurer un bon coup en regardant Gran Torino. Ah, je connais pas Gran Torino. Pareil, mes premiers textes sont nés des suites de mon premier chagrin d'amour. Ouais, bah ouais, pareil, hein. De toute manière, je vous répète la phrase incroyable de mon prof à la fac, qui est que il nous conseillait de vivre un vrai gros chagrin d'amour, d'avoir le cœur brisé pour mieux comprendre la littérature. Et ouais, ouais. Je pense qu'en vrai, il y a des expériences, même les pires. Alors, c'est pas pour ça que les pires expériences sont souhaitables et qu'il faut tout faire pour les faire advenir non plus. Mais je pense que toute expérience, même très douloureuse, même les pires, à terme, t'ont nourri. En fait, à terme, toute expérience est une expérience. Toute expérience est quelque chose qui t'aura grandi de toute manière, qui aura peut-être ouvert ton champ de vision sur des sujets, sur des thèmes, sur des domaines que tu ne connaissais pas. Auront peut-être aussi ouvert des sensibilités, de l'empathie, de la compassion, d'autres sentiments. Enfin, ça peut, comment dire, euh, encore une fois, c'est pas souhaitable, mais quand on s'en sort et on s'en sort, ça peut avoir des rebonds positifs, je veux dire. En tout cas, on en sort différent et je pense qu'on en sort grandi. Enfin bref, encore une fois, je prends 12 000 pincettes pour parler de tous ces sujets parce que c'est des trucs graves et ouais, voilà, j'espère ne pas trop vous miner le moral. Mais je vais reprendre la lecture une dernière fois pour ce soir pour terminer le livre premier, les amis. Encore une fois, une dizaine de pages. Je te souhaite une bonne écoute d'Imal, bonne écoute Black Butler Live si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous reviens d'ici une grosse dizaine de minutes, une grosse quinzaine, pour l'outro. Force à vous, encore une fois. Je me répète, mais vraiment je trouve ça important. À tout à l'heure. 15 août. Il est pourtant vrai que rien dans le monde ne nous rend nécessaires aux autres comme l'amour que nous avons pour eux. Je sens que Charlotte serait fâchée de me perdre, et les enfants n'ont d'autre idée que celle de me voir toujours revenir le lendemain. J'étais allé aujourd'hui accorder le clavecin de Charlotte. Je n'ai jamais pu y parvenir, car tous ces espiègles me tourmentaient pour avoir un compte, et Charlotte elle-même décida qu'il fallait les satisfaire. Je leur distribuai leur goûter. Ils acceptent maintenant leur pain aussi volontiers de moi que de Charlotte. Je leur contai ensuite la merveilleuse histoire de la princesse servie par des mains enchantées. J'apprends beaucoup à cela, je t'assure, et je suis étonné de l'impression que ces récits produisent sur les enfants. S'il m'arrive d'inventer un détail et de l'oublier quand je répète le conte, il s'écrit aussitôt « C'était différent la première fois », si bien que je m'exerce maintenant à leur réciter chaque histoire comme un chapelet, avec les mêmes inflexions de voix, les mêmes cadences, et sans y rien changer. J'ai vu par là qu'un auteur qui, à une seconde édition, fait des changements à un ouvrage d'imagination, nuit nécessairement à son livre, l'eût-il rendu réellement meilleur. La première impression nous trouve docile, et l'homme est fait de telle sorte qu'on peut le convaincre des choses les plus extraordinaires. Alors, il en est bien imprégné. Malheur à qui voudrait les lui retirer et les effacer. 18 août.
Pourquoi faut-il que ce qui fait la félicité de l'homme devienne aussi la source de son malheur? Cette ardente sensibilité de mon cœur pour la nature et la vie, qui m'inondait de tant de volupté, qui du monde autour de moi faisait un paradis, me devient maintenant un insupportable bourreau, un mauvais génie qui me poursuit en tout lieu. Lorsque autrefois du haut du rocher je contemplais, par-delà le fleuve, la fertile vallée jusqu'à la chaîne de ses collines, que je voyais tout germer et sourdre autour de moi, que je regardais ces montagnes couvertes de grands arbres touffus depuis leurs pieds jusqu'à leurs cimes, ces vallées avec leurs méandres multiformes ombragés de petits bosquets riants, et comme la tranquille rivière coulait entre les roseaux murmurants et réfléchissait le léger nuage que le doux vent du soir promenait sur le ciel en le balançant. Qu'alors j'entendais les oiseaux animer autour de moi la forêt, que je voyais des millions d'essaims de moucherons danser gaiement dans le dernier rayon rouge du soleil, dont le dernier regard mourant délivrait et faisait sortir de l'herbe le hanneton bourdonnant. Que le bruissement et l'activité autour de moi rappelaient mon attention sur le sol, et lorsque la mousse qui arrache sa nourriture aux rochers impénétrables et les broussailles qui poussent sur l'aride versant sablonneux me dévoilaient la vie intérieure, ardente, sacrée de la nature. Comme j'embrassais cela dans mon cœur, comme je me sentais pour ainsi dire divinisé par ce torrent qui me traversait, et les majestueuses formes du monde infini vivaient et se mouvaient dans mon âme. Je me voyais environné d'énormes montagnes, des précipices étaient devant moi et des rivières d'orage s'y plongeaient. Des fleuves coulaient sous mes pieds, la clameur de la forêt et de la montagne se levait, et je voyais dans les profondeurs de la terre agir et réagir toutes les forces insondables qui créent et fourmiller sur terre, et sous le ciel les innombrables races des êtres vivants. Tout est peuplé sous mille formes différentes. Et puis, les hommes recroquevillés dans leurs petites maisons, agglutinés les uns aux autres, et qui, pensent-ils, gouvernent le vaste monde? Pauvre insensé qui méprise toute chose parce que tu es si petit. Depuis les montagnes inaccessibles du désert, qu'aucun pied ne toucha, jusqu'au bout de l'océan inconnu, souffle l'esprit de celui qui crée éternellement, et qui se réjouit de toute poussière qui le sent et qui vit. Ah! Pour lors, combien de fois j'ai désiré, porté sur les ailes de la grue qui passait sur ma tête, voler au rivage de la mer immense, boire la vie à la coupe écumante de l'infini, et seulement un instant sentir dans l'espace étroit de ma poitrine une goutte des délices de l'être qui produit tout en lui-même et par lui-même. Frère, je n'ai plus que le souvenir de ces heures pour me soulager un peu. Même les efforts que je fais pour me rappeler et rendre ces inexprimables sentiments élèvent mon âme au-dessus d'elle-même et me font doublement sentir le tourment de la situation où je suis maintenant. Un rideau funeste s'est tiré devant moi, et le spectacle de la vie infinie s'est métamorphosé pour moi en un tombeau éternellement ouvert. Peut-on dire, cela est, quand tout passe, quand tout, avec la vitesse d'un éclair, roule et passe, quand chaque être conserve si peu de temps la quantité d'existence qu'il a en lui, et est entraîné dans le torrent, submergé, écrasé sur les rochers. Il n'y a point d'instant qui ne te dévore, toi et les tiens, point d'instant que tu ne sois, que tu ne doives être un destructeur. La plus innocente promenade coûte la vie à 1000 pauvres insectes. Un seul de tes pas détruit le pénible ouvrage des fourmis et foule un petit monde dans le tombeau. Ah, ce ne sont pas vos grandes et rares catastrophes, ces inondations, ces tremblements de terre qui engloutissent vos villes qui me touchent. Ce qui me mine le cœur, c'est cette force dévorante qui est cachée dans toute la nature, qui ne produit rien qui ne détruise ce qui l'environne et ne se détruise soi-même. C'est ainsi que j'erre plein d'angoisse. Ciel, terre, forces actives qui m'environnent, je ne vois rien dans tout cela qu'un monstre affairé à tout dévorer, dans d'éternelles ruminations. 21 août. Vainement je tends mes bras vers elle le matin, lorsque je m'éveille d'un pénible rêve. En vain la nuit, je la cherche à mes côtés, lorsqu'un songe heureux et pur m'a trompé, que j'ai cru que j'étais auprès d'elle sur la prairie, et que je tenais sa main et la couvrais de 1000 baisers. Ah! Lorsque, encore à demi dans l'ivresse du sommeil, je la cherche, et là-dessus me réveille, un torrent de larmes s'échappe de mon cœur, et je pleure, désolé du sombre avenir qui est devant moi. 22 août. Que je suis à plaindre, Wilhelm. J'ai perdu tout ressort, et je suis tombé dans un abattement qui ne m'empêche pas d'être inquiet et agité. Je ne puis rester oisif, et cependant je ne puis rien faire. Je n'ai aucune imagination, aucune sensibilité pour la nature, et les livres m'inspirent du dégoût. Quand nous nous manquons à nous-mêmes, tout nous manque. Je te le jure,
100 fois j'ai désiré être un ouvrier, afin d'avoir le matin en me levant une perspective, un travail, une espérance. J'envie souvent le sort d'Albert, que je vois enfoncé jusqu'aux yeux dans les parchemins, et je me figure que si j'étais à sa place, je me trouverais heureux. L'idée m'est déjà venue quelquefois de t'écrire, et d'écrire au ministre, pour demander cette place près de l'ambassade que, selon toi, on ne me refuserait pas. Je le crois aussi. Le ministre m'a depuis longtemps témoigné de l'affection, et m'a souvent engagé à me vouer à quelque emploi. Il y a telle heure où j'y suis disposé. Mais ensuite, quand je réfléchis, et que je viens à penser à la fable du cheval qui, las de sa liberté, se laisse sceller et brider, et que l'on épuise, je ne sais plus que résoudre. Eh, mon ami, ce désir de changer de situation ne vient-il pas d'une inquiétude intérieure qui me suivra partout? 28 août. En vérité, si ma maladie était susceptible de guérison, mes bons amis en viendraient à bout. C'est aujourd'hui mon anniversaire, et de grand matin je reçois un petit paquet de la part d'Albert. La première chose qui frappe mes yeux en l'ouvrant, c'est un nœud de ruban rose que Charlotte portait lorsque je la vis pour la première fois, et que je lui avais souvent demandé depuis. Il y avait aussi 2 petits volumes in-12. C'était l'Homère de Wettstein, l'édition que j'avais tant de fois désirée, pour ne pas me charger de celle d'Ernesti à la promenade. Tu vois comme ils préviennent mes vœux, comme ils ont ces petites attentions de l'amitié, 1000 fois plus précieuses que de magnifiques présents par lesquels la vanité de celui qui les fait nous humilie. Je baise ce nœud 1000 fois, et dans chaque baiser j'aspire et je savoure le souvenir des délices dont me comblèrent ces jours si peu nombreux, si rapides, si irréparables. Cher Wilhelm, il n'est que trop vrai, et je n'en murmure pas, oui, les fleurs de la vie ne sont que des fantômes. Combien se fanent sans laisser la moindre trace, combien peu donnent des fruits, et combien peu de ces fruits parviennent à leur maturité. Et pourtant il y en a encore assez. Et même, ô mon frère, pouvons-nous voir des fruits mûrs, et les dédaigner, et les laisser pourrir sans en jouir? Adieu. L'été est magnifique. Je m'établis souvent sur les arbres du verger de Charlotte. Au moyen d'une longue perche, j'abats les poires les plus élevées. Elle est au pied de l'arbre, et les reçoit à mesure que je les lui jette. 30 août. Malheureux, n'es-tu pas en démence? Ne te trompes-tu pas toi-même? Qu'attends-tu de cette passion frénétique et sans terme? Je n'adresse plus de vœux qu'à elle seule. Mon imagination ne m'offre plus d'autre forme que la sienne, et je ne perçois tout ce qui m'entoure que par rapport à elle. Je passe ainsi quelques heures de bonheur, jusqu'à ce que, de nouveau, je sois forcé de m'arracher d'elle. Ah, Wilhelm, où m'emporte souvent mon cœur? Quand j'ai passé, assis à ses côtés, 2 ou 3 heures à me repaître de sa figure, de son maintien, de l'expression céleste de ses paroles, que peu à peu tous mes sens s'embrasent, que mes yeux s'obscurcissent, qu'à peine j'entends encore et que cela me prend à la gorge comme un assassin, qu'alors mon cœur, par de rapides battements, cherche à donner du jeu à mes sens suffoqués, et ne fait qu'augmenter leurs troubles. Wilhelm, souvent je ne sais pas si je suis au monde. Et lorsque la douleur ne prend pas le dessus, et que Charlotte ne m'accorde pas la misérable consolation de pleurer sur sa main, et de dissiper ainsi le serrement de mon cœur, alors il faut que je m'éloigne, que je fuis, que j'aille errer dans les campagnes, gravir une montagne escarpée, voilà ce qui alors fait ma joie. Me frayer un chemin à travers une forêt impénétrable, à travers les haies qui me blessent, les épines qui me déchirent. Alors je me trouve un peu mieux, un peu. Et quand, accablé de fatigue et de soif, je me vois forcé de suspendre ma course, que dans une forêt solitaire au milieu de la nuit, au rayon de la lune, je m'assieds sur un tronc tortueux pour soulager un instant mes pieds déchirés et que, dans ce clair-obscur, je m'abandonne à une torpeur épuisante. Oh Willem, une cellule solitaire, le cilice et la ceinture épineuse seraient des soulagements après lesquels mon âme aspire. Adieu, je ne vois à tant de souffrance d'autre terme que le tombeau. 3 septembre. Il faut partir. Je te remercie, mon ami, d'avoir fixé ma résolution chancelante. Voilà 15 jours que je médite le projet de la quitter. Il faut décidément partir. Elle est encore une fois à la ville chez une amie. Et Albert. Et... il faut partir. 10 septembre. Quelle nuit, Wilhelm. À présent, je puis tout surmonter. Je ne la verrai plus. Oh, que ne puis-je voler à ton cou, mon bon ami, et t'exprimer par mes transports et par des torrents de larmes tous les sentiments qui assaillent mon cœur. Je suis assis là, essayant de reprendre mon souffle, de me calmer. J'attends le matin, et à l'aube, les chevaux seront à ma porte. Ah, elle dort un sommeil tranquille et ne pense pas qu'elle ne me reverra jamais. Je m'en suis arraché,
et pendant 2 heures d'entretien, j'ai eu assez de force pour ne point trahir mon projet. Eh, Dieu, quel entretien! Albert m'avait promis de se trouver au jardin avec Charlotte, aussitôt après le souper. J'étais sur la terrasse, sous les hauts marronniers, et je regardais le soleil que pour la dernière fois, je voyais se coucher au-dessus de la riante vallée et du fleuve paisible. Je m'étais si souvent trouvé à la même place avec elle. Nous avions tant de fois contemplé ensemble ce magnifique spectacle. Et maintenant, j'allais et venais dans cette allée que j'aimais tant. Un attrait sympathique m'y avait si souvent amené, avant même que je connusse Charlotte. Et quel délice lorsque nous nous découvrîmes réciproquement notre inclination pour ce site, le plus charmant que l'art ait jamais produit. D'abord, entre les marronniers, on a la plus belle vue. Mais je me rappelle, je crois, t'avoir déjà fait cette description. Je t'ai parlé de cette allée où l'on se trouve emprisonné par des murailles de hêtres, de cette allée qui s'obscurcit insensiblement à mesure qu'on approche d'un bosquet à travers lequel elle passe, et qui finit par aboutir à une petite enceinte où l'on éprouve le frisson de la solitude. Je sens encore le saisissement qui me prit lorsque, par un soleil de midi, j'y entrai pour la première fois. J'eus un pressentiment vague de félicité et de douleur. J'étais depuis une demi-heure livré aux douces et cruelles pensées de la séparation et des retrouvailles lorsque je les entendis monter sur la terrasse. Je courus au-devant d'eux, je lui pris la main avec un saisissement et je la baisai. Alors la lune commençait à paraître derrière les buissons des collines. Tout en parlant, nous nous approchions insensiblement du cabinet sombre. Charlotte y entra et s'assit. Albert se plaça auprès d'elle et moi de l'autre côté. Mais mon agitation ne me permit pas de rester en place. Je me levai, je me mis devant elle, fis quelques tours et me rassis. J'étais dans un état violent. Elle nous fit remarquer le bel effet de la lune qui, à l'extrémité de la charmille, éclairait toute la terrasse, coup d'œil superbe et d'autant plus frappant que nous étions environnés d'une obscurité profonde. Nous gardâmes quelque temps le silence. Elle le rompit par ces mots. Jamais non, jamais je ne me promène au clair de lune que je ne me rappelle mes défunts, que je ne sois frappé du sentiment de la mort et de l'avenir. Nous renaîtrons, continua-t-elle d'une voix qui exprimait un vif mouvement du cœur. Mais Werther, nous retrouverons-nous? Nous reconnaîtrons-nous? Que pressentez-vous? Qu'en dites-vous? Charlotte, dis-je en lui tendant la main et sentant mes larmes couler. Nous nous reverrons. En cette vie et en l'autre, nous nous reverrons. Je ne pus en dire davantage. Wilhelm, fallait-il qu'elle me fît une semblable question, au moment même où je portais dans mon sein une si cruelle séparation? Ces chers amis que nous avons perdus, continua-t-elle, savent-ils quelque chose de nous? Ont-ils le sentiment que dans nos moments de bonheur, nous nous souvenons d'eux avec amour et chaleur? Ah, l'image de ma mère est toujours devant mes yeux lorsque le soir je suis assise tranquillement au milieu de ses enfants, au milieu de mes enfants, et qu'ils sont là autour de moi comme ils étaient autour d'elle. Avec ardeur, je lève au ciel mes yeux mouillés de larmes. Je voudrais que du ciel elle pût regarder un instant comme je lui tiens la parole que je lui donnais à sa dernière heure d'être la mère de ses enfants. Je m'écrie 100 et 100 fois. Pardonne, chère mère, si je ne suis pas pour eux ce que tu fus toi-même. Hélas, je fais tout ce que je puis. Ils sont vêtus, nourris, et ce qui est plus encore, ils sont choyés, chéris. Âme chère et bienheureuse, que ne peux-tu voir l'harmonie qui règne entre nous? Quelles actions de grâce tu rendrais à ce Dieu à qui tu demandas, en versant des larmes amères, le bonheur de tes enfants? Voilà ce qu'elle a dit. Oh Wilhelm, qui peut répéter ce qu'elle a dit? Comment les caractères froids et inanimés peuvent-ils rendre l'efflorescence divine de l'esprit? Albert, l'interrompant avec douceur. Cela vous affecte trop, Charlotte. Je sais combien ces idées vous sont chères, mais je vous prie. Oh Albert, interrompit-elle, je sais que tu n'as pas oublié ces soirées où nous étions assis ensemble autour de la petite table ronde, lorsque mon père était en voyage et que nous avions envoyé coucher les enfants. Tu apportais souvent un bon livre, mais tu n'arrivais à lire que rarement. L'entretien de cette belle âme n'était-il pas préférable à tout? Quelle femme! Belle, douce, enjouée et toujours active! Dieu connaît les larmes que je verse souvent dans mon lit, en me jetant devant lui, pour qu'il daigne me rendre semblable à ma mère. Charlotte, m'écriai-je en me jetant à ses pieds et lui prenant la main que je baignais de mes larmes. Charlotte, que la bénédiction du ciel repose sur toi, ainsi que l'esprit de ta mère. Si vous l'aviez connue, me dit-elle en me serrant la main, elle était digne d'être connue de vous. Je crus mourir. Jamais mot plus grand, plus glorieux n'a été prononcé sur moi. Elle poursuivit.
Et cette femme a vu la mort l'enlever à la fleur de son âge, lorsque le dernier de ses fils n'avait pas encore 6 mois. Sa maladie ne fut pas longue. Elle était calme, résignée. Ses enfants seuls lui faisaient de la peine, et surtout le petit. Lorsqu'elle sentit venir sa fin, elle me dit « Amène-les-moi ». Je les conduisis dans sa chambre. Les plus jeunes ne connaissaient pas encore la perte qu'ils allaient faire, les autres étaient consternés. Je les vois encore autour de son lit. Elle leva les mains et pria sur eux. Elle les embrassa les uns après les autres, les renvoya et me dit « Sois leur mère ». J'en fis le serment. « Tu me promets beaucoup, ma fille, me dit-elle. Le cœur d'une mère, l'œil d'une mère. Tu sens ce que c'est, les larmes de reconnaissance que je t'ai vu verser tant de fois m'en assurent. Et l'un et l'autre pour tes frères et tes sœurs, et pour ton père la foi et l'obéissance d'une épouse. Tu le consoleras. » Elle demanda à le voir, il était sorti pour nous cacher la douleur insupportable qu'il sentait. Le pauvre homme était déchiré. « Albert, tu étais dans la chambre. » Elle entendit quelqu'un marcher. Elle demanda qui c'était, et te fit approcher près d'elle. Comme elle nous regarda l'un et l'autre, dans la consolante pensée que nous serions heureux ensemble, Albert la saisit dans ses bras et l'embrassa en s'écriant « Nous le sommes, nous le serons. » Le flegmatique Albert était tout hors de lui, et moi, je ne me connaissais plus. « Werther, reprit-elle, et que cette femme ait pu disparaître. Dieu, quand je pense comme on se laisse enlever ce qu'on a de plus cher dans la vie. Et personne ne le sent aussi vivement que les enfants. Longtemps encore après, les nôtres se plaignaient que les hommes noirs avaient emporté maman. » Elle se leva. Réveillée et ébranlée par ce mouvement, je restais assis et retenais sa main. « Il faut rentrer, dit-elle. Il est temps. » Elle voulait retirer sa main. Je la retins avec plus de force. « Nous nous reverrons, m'écriai-je. Nous nous reverrons. Parmi toutes les formes, nous nous reconnaîtrons. Je vais vous quitter, continuai-je. Je vous quitte de mon propre gré. Et s'il fallait que ce fût pour toujours, je ne saurais le supporter. Adieu, Charlotte. Adieu, Albert. Nous nous reverrons. Demain, je pense, dit-elle en souriant. Je sentis ce demain. Ah, elle ne savait pas lorsqu'elle retirait sa main de la mienne. Ils descendirent l'allée, je les suivis de l'œil au clair de la lune. Je me jetai à terre en sanglotant. Je me relevai, je courus sur la terrasse, je regardai en bas et je vis encore, dans l'ombre des grands tilleuls, sa robe blanche jetée de pâles reflets en s'éloignant vers la porte du jardin. J'étendis les bras, et tout disparut. Et c'est la fin du livre premier. Ce sera donc également la fin de la lecture du soir, les amis. Nous passons à l'outro. Nous passons à l'outro et nous lirons donc mardi le début du livre second. Livre second... Alors attendez, je vais regarder vite fait, tiens. Livre second qui fait 90 pages, à peu près. Là où le livre premier faisait environ 60, si je dis pas de conneries. Ouais, 70. Donc je pense qu'en 2 lives, on peut avoir terminé. Quoique, en 3 lives. Allez, je vais dire 3. Je pense qu'en 3 lives, on peut avoir terminé le livre second, 2 ou 3 lives. Donc voilà, ça sera mardi et vendredi de la semaine prochaine. Et peut-être le mardi de la semaine encore après. Alors, je suis pas sûr de bien savoir lire ton pseudo. Le stuff de Deciptos. Je sais pas si je le lis bien. En tout cas, merci pour ton follow, le stuff de Deciptos. Je vais t'appeler juste Stuff, je pense. En tout cas, merci, ça fait plaisir. Et bonsoir Bosquet de Kine, bienvenue sur ce live. Encore une fois, ambiance très lourde. ambiance très lourde, très particulière. Je vais pas redire maintes et maintes fois tout ce que j'ai pu dire dans l'intro et dans la pause précédente. Je vais juste ajouter quelques petites choses que j'ai pu me dire pendant la lecture de ces dernières 10 pages. Ben, encore une fois, je trouve ça juste trop bien écrit. Je trouve ça juste trop bien écrit parce que c'est vraiment... Je trouve que ça décrit tellement bien l'état psychologique d'une personne qui est en détresse, en fait. C'est assez... Et je dis ça parce que, encore une fois, j'ai pas envie de dire en chagrin d'amour, parce que certes, le chagrin d'amour est quelque chose d'important, mais j'ai l'impression que c'est presque accessoire.
C'est-à-dire que ça se voit une fois de temps en temps. Enfin, il parle souvent de Charlotte et on sent qu'il est obnubilé par Charlotte, etc., etc. Mais quand il part sur des réflexions philosophiques sur la vie, sur la nature, sur l'être humain, sur les relations, etc., 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 on sent que il y a quelque chose de plus, si je puis dire. On sent que c'est vraiment une crise existentielle qu'il traverse. C'est vraiment des questionnements existentiels qui dépassent le simple chagrin d'amour. On sent que il y a quelque chose aussi sur bah ouais, sur sa réflexion sur sa vie et sur sa place dans le monde et ainsi de suite. En fait, j'ai l'impression la recherche d'une logique aussi, la recherche d'une logique de chercher à comprendre pourquoi les choses sont comme ça et comment on fait pour supporter que les choses soient comme ça. Comment on fait pour supporter la difficulté de la vie et ainsi de suite, quoi. Donc j'ai vraiment le sentiment que les souffrances du jeune Werther sont en partie liées à un amour déçu, ou en tout cas un amour impossible, mais c'est pas uniquement ça. Il y a aussi voilà, quelque chose de plus englobé, et j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Alors après, ça, j'en sais rien, parce qu'en vrai, voilà, je connais pas. En vrai, ça, je vais pas parler, parce que voilà, je suis pas professionnel de santé ou quoi que ce soit. Je suis pas psy, je suis pas quoi que ce soit sur le domaine. Mais ouais, c'est vrai qu'à titre personnel, que ce soit moi personnellement ou des amis que j'ai connus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé très souvent, qu'on soit en totale dépression et en total doute à cause, entre guillemets, je dis à cause d'une fille, mais bien sûr c'est pas à cause de la fille, c'est à cause de la relation, à cause de la déception qu'elle engendre, ou peut-être de la frustration, de la colère, de la tristesse, bref, mais vous comprenez ce que je veux dire, pour un chagrin d'amour en tout cas. Et en fait, très souvent on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus. Très souvent on se rend compte que quand on gratte, c'est pas forcément juste un problème de chagrin d'amour, c'est un problème plus global. Euh, c'est un problème plus global, c'est un mal de vivre entre guillemets plus profond. Euh, et euh, et c'est marrant parce que je sais pas si le chagrin d'amour engendre ces pensées-là. Parce que du coup, vu qu'on est tellement mal, tellement triste, peut-être on se sent pas à sa place, on perd de la confiance, du coup on arrive à ces pensées. Ou si ce sont des pensées sous-jacentes qui existent et qui, par le fait qu'on ait un chagrin d'amour, sont remises. Enfin, que limite le chagrin d'amour soit juste l'étendard sous lequel en fait on amène vraiment toutes nos vraies souffrances entre guillemets quoi. Je pense il y a potentiellement des deux cas, hein. Je pense que les deux cas peuvent se rencontrer. Mais ouais, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Moi, ça me touche beaucoup parce que ouais, c'est vraiment des problématiques qui me parlent. Euh, ouais, ouais. Et ça me fait penser à une autre chose enfin, dont j'ai pu parler en plus avec vous sur mon Discord il y a pas longtemps. C'était, alors il y avait des mots, je ne me rappelle plus de ces mots, mais il y a des mots qui désignent comment dire, la peur, je crois que c'était la peur, mais la peur du néant, la peur de la non-existence, ce genre de choses. Et en fait, le fait que des gens, justement, face à des questions existentielles, se disent tellement, ben, c'est impossible, ça ne doit pas fonctionner, ça peut pas fonctionner, et que du coup, ouais, ça leur crée une incohérence, ça leur crée quelque chose qui n'entre pas dans leur logique et qui du coup, les terrifie en quelque sorte. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de dépressions qui sont un peu basées là-dessus. Encore une fois, voilà, là, je fais mon. Là, c'est de la discussion de comptoir, hein. Je dis ce qui me passe par la tête. Voilà, ne prenez pas mes mots pour argent comptant, mais ouais, je pense qu'il y a tout un tas de domaines. Après, un truc aussi qui est encore une fois très bien écrit par Goethe, c'est encore une fois les différentes phases d'une dépression. Et bah, encore une fois, ces passages de l'exaltation folle
à presque la haine envers Albert. Par moments, moi, je sentais une certaine amertume, une certaine acidité, plutôt même envers Albert. Même si, euh, même si, justement, à d'autres moments, ce qui est bizarre, ce qui paraît bizarre du coup, parce que on se dit, mais le personnage est ambivalent, enfin, on se dit, le personnage est bipolaire, comme je disais plus tôt, quoi. Même si, voilà, il en vient jusqu'à trouver toutes les qualités à son ennemi, entre guillemets, ou son rival, enfin, ouais. En tout cas, à la cause de sa tristesse. Et que du coup, il se flagelle encore plus, en se disant, mais il est parfait, et je le déteste, entre guillemets. Enfin, il y a un peu un truc comme ça, je trouve. Donc ouais, c'est très facile, je trouve, de tomber dans ces mécanismes quand on est dans cet état d'esprit d'auto-flagellation, d'auto-destruction et de rapporter tous les malheurs du monde et même tous les bonheurs du monde pour les retourner contre soi comme des armes. Ça, c'est une mécanique hyper classique, j'ai envie de dire, de cet état. Et c'est ça qui est très compliqué à arrêter. C'est, comme le dirait une chanson que j'adore de The Interrupters, désolé pour la prononciation, c'est Be easy on yourself, sois indulgent envers toi-même. Parce que, bon, la suite des paroles, c'est parce que personne ne le sera avec toi, mais même si des gens le sont avec toi, euh, je pense qu'on est à la fois son pire ennemi et à la fois son meilleur allié. Donc faut réussir à trouver l'équilibre, quoi, mais ouais, c'est l'une des choses qui est très difficile à faire quand on est dans cet état-là, parce que souvent c'est ça en fait le truc, c'est que souvent c'est un cercle vicieux. On n'a pas confiance, donc on se déteste. Vu qu'on se déteste, on n'a pas confiance en nous. Vu qu'on n'a pas confiance en nous, on se déteste encore plus. Vu qu'on se déteste encore plus, on a encore moins confiance en nous, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est vraiment plein de micro-éléments, petit à petit, qui reconstruisent, entre guillemets, une certaine joie de vivre, une certaine, ouais, une certaine forme de guérison, avec des guillemets, parce que, alors, je sais plus exactement dans les termes, la dépression c'est une maladie, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises et ça m'emmerderait de dire des bêtises. Attendez, ça m'emmerderait. D'habitude, je me permets pas de faire des recherches trop sur internet, mais ça m'emmerderait de dire des bêtises sur ces sujets-là. Oui, la dépression est une maladie. La déprime n'est pas une maladie. Si je dis pas de conneries. Mais voilà, en tout cas, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, c'est excellent. Mais ouais, voilà. Ouais, une forme de guérison, on peut dire du coup. Mais bref, je trouve le texte vraiment bien écrit. Avec ces moments aussi où apparemment Wilhelm, donc son correspondant, lui a conseillé de couper les ponts et de tout arrêter tout simplement avec Charlotte, de se couper de la source de ses souffrances en fait. Conseil qui est souvent donné aussi. Et à la fois, on sait un peu où ça va, ce genre de choses. C'est-à-dire que le jeune Werther, là, ça y est, était complètement désarçonné, complètement à bout. Et plusieurs fois, il a dit adieu. Il a même parlé du fait que tout ce qu'il attendait maintenant, c'était le tombeau. Donc voilà, vraiment, il évoque le suicide clairement. Et pourtant, la lettre d'après, presque plein de motivation, plein de détermination. D'un seul coup, il a un regain et il dit ok, c'est bon, j'arrête de lui parler, t'as raison, je dois partir, je m'en vais, machin, machin. Et en même temps, on sent à la lettre précédente qu'il avait aussi dit je dois partir, mais que c'était peut-être motivé là pour le coup par une sorte de haine insupportable envers Albert, peut-être de les voir heureux ensemble, de trop souffrir de les voir heureux ensemble. Enfin, c'est très compliqué, c'est tellement de sentiments mélangés. Et ça, ouais, c'est un truc qu'on voit souvent aussi dans ce genre de cas. J'ai l'impression, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu à titre personnel. Ce truc de un jour sur deux, tu crois que tu vas sauver le monde et que tu vas régler toutes les situations et tous les malheurs du monde. Et puis le jour d'après, tu retombes au plus bas. Et puis le jour d'après, tu t'énerves. Je pense que c'est ça aussi qui est très compliqué, c'est que j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit une chose, pardon, sur laquelle s'exprime beaucoup Goethe pour le moment. Peut-être qu'il le fera plus tard. Mais j'ai l'impression aussi que dans la dépression, il y a souvent un mélange de tristesse et de colère. Donc certes, il y a une tristesse énorme, mais il y a aussi une colère énorme souvent, je trouve, mélangée à cela. Donc voilà, c'est un cocktail un peu explosif et qui peut donner bien des résultats
différent, entre guillemets. Mais c'est encore une fois ce qui est assez troublant et assez peut-être dangereux, mais à la fois intéressant dans l'œuvre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, c'est que je trouve que c'est très bien saisi et que c'est très facile de s'y identifier et de se dire bah ouais moi j'ai vécu ça ou ouais moi j'ai vu des gens vivre ça. Je trouve que c'est malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, très bien vu, très bien fait, très bien décrit. Et ben, si dès la fin du livre premier il est autant au bord du gouffre, qu'est-ce que ça va être le livre second? Ouais, je sais pas du tout où est-ce que va partir cette œuvre, je sais pas du tout quelle va être la suite. Bon, je vais pas mentir non plus que j'ai vu un gros spoiler sur internet quand j'ai cherché des infos sur l'œuvre. Donc du coup, voilà, je suis peut-être un petit peu moins innocent que d'habitude sur cette lecture. Mais ouais, je sais pas comment on va arriver à ces événements, quand va arriver cet événement, comment ça va se construire. Donc je suis assez curieux de voir la suite. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là sur le live de ce soir. Je vous redis qu'il y aura un live de découverte de l'univers de League of Legends dimanche à 15h sur le personnage de Nami. Je vous redis que la veillée du dimanche de ce dimanche, qui est censé avoir lieu sur mon Discord en vocal de 21h à minuit, je n'y serai peut-être pas présent ou peut-être en retard, mais vous pouvez tout à fait vous réunir sur mon Discord, même si je suis pas là, il n'y a pas de souci. Et puis si je suis là, bah, on ira certainement jouer à des jeux comme d'habitude, ou discuter, peu importe. Je vous rappelle, si vous êtes en rediffusion sur YouTube, que vous pouvez laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo. Également un commentaire, peut-être sur le live ou sur la lecture en particulier. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Et ça permet de faire évoluer la chaîne dans tous les sens du terme, autant en termes de statistiques, d'algorithmes, etc., que à titre personnel, ou moi ça me fait évoluer à titre personnel, ça me fait me poser des questions et me demander si je fais les choses bien, comment j'améliore les choses, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est toujours très apprécié. N'hésitez pas à vous abonner également, et puis je pense qu'on va être bon sur cette fois-ci. Une dernière fois, si vous êtes dans une mauvaise passe et que vous êtes malgré tout à la fin de cette vidéo, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, je vous envoie tout mon soutien, et je vous souhaite que les choses aillent mieux pour vous bientôt. Ne lâchez rien. Ça peut mettre du temps, mais ça peut aller mieux. Sur ce, et puis n'hésitez pas encore une fois à en parler à vos proches, à vos amis, à votre famille, ou s'il le faut à des professionnels de santé, voire des inconnus si vraiment vous avez que ça entre guillemets. Bref. Voilà, je pense avoir tout dit et m'être pas mal répété. Je vais vous envoyer en raid chez Aude à la Joie qui est en train de faire la lecture d'Alice au Pays des Merveilles. Lecture que j'ai déjà faite, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne YouTube. Et puis si ça vous intéresse de l'avoir lu par quelqu'un d'autre que moi, eh bien elle est en live actuellement, Aude à la Joie, donc je vais la raid. Hop. Et par contre je pourrais pas rester chez elle certainement, je vais devoir y aller. Mais bon bref, je vous envoie quand même chez elle et je vais lui faire un petit coucou. Je vous dis merci à tous, merci Le Bosquet de Kain, merci Dimal, merci Black Butler, merci Mirani. Je pense que vous êtes à peu près les seuls à être passés ce soir, je sais plus. Enfin bon bref, merci à tous ceux qui sont passés ce soir dans le doute. Merci encore à Air Maximus et à Le Stuff de Deciptos pour les follow. Et à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.